L'histoire débute avec un jeune garçon, Errol, attablé avec sa famille pour le déjeuner. Son père est étonné de son calme, avoue en n'avoir pas fermé l'œil de la nuit, obsédé par la classe de héros qu'il allait recevoir. Sa mère, elle aussi, s'exclame avec enthousiasme, tandis que sa sœur aînée est persuadée que son frère surpassera tous ses camarades. Leur mère acquiesce, imaginant que son fils charmera toutes les filles, ce qui angoisse la sœur d'Errol à l'idée qu'il lui soit arraché. Cependant, Errol est bien plus ancré dans la réalité que sa famille, se disant qu'il ne sera qu'un type ordinaire. Dans son monde, les classes de héros sont des dons d'un être supérieur, octroyés aux jeunes à leurs 10 ans, leur permettant de se spécialiser dans diverses compétences. Une fois l'heure de la cérémonie de bénédiction arrivée, tous les élèves se réunissent à l'école, et un prêtre débute avec un premier garçon. Il pose sa main sur le front de l'enfant qui voit aussitôt des images de feu et de marteau, confirmant ainsi sa classe de forgeron. Le garçon retourne en courant vers son père, rayonnant de joie, et le prêtre commence à s'occuper de tous les élèves restants. Quand vient le tour d'Errol, sa sœur affirme qu'il recevra une bénédiction vraiment spéciale, c'est certain, et il s'avance vers le prêtre, sous les acclamations de sa famille. Les gens commencent à murmurer avec envie à propos d'Errol, pensant qu'il obtiendra des classes avancées, tout comme ses parents, Fer et Léon, qui sont respectivement princesse épée et archimage. Une fois qu'Errol s'approche du prêtre, il ferme les yeux et concentre son esprit, mais ne parvient à rien voir. Le prêtre est surpris qu'il n'ait aucune bénédiction, et annonce que Errol est un cas rare de héros sans classe. La famille d'Errol perd instantanément tout enthousiasme, pensant s'être fait complètement arnaquer, et que son destin est brisé, un échec sans talent. Le lendemain, Errol se met à pratiquer l'escrime ordinaire. Ses parents l'assurent qu'ils ne le mettront pas à la porte. Errol leur dit qu'il va bien et ne veut juste pas être un parasite. Sa sœur, elle, promet de continuer à le soutenir. Voyant à quel point sa famille est préoccupée, Errol leur rappelle une fois de plus qu'il a toujours pratiqué l'escrime avec sa mère depuis son plus jeune âge. Ainsi, il peut toujours se rendre utile malgré le fait de n'avoir aucune classe. Cependant, il estime que sa mère est une enseignante absolument horrible, car elle le met toujours KO à l'entraînement avec sa force incroyable. Alors qu'il termine son explication, la mère d'Errol est heureuse que son fils soit si sage, tandis que son père pense qu'il pourrait réellement trouver un vrai travail, un emploi stable. Les voyant tout le flatteur, Errol en a marre de l'attention de sa famille et s'en va s'entraîner. Alors qu'il entre sur le terrain d'entraînement, Errol découvre deux étudiants de la classe d'épéistes s'affrontant en duel avec leurs épées. Pendant le combat, les garçons remarquent Errol et lui demandent ce qu'il fait là, sans classe. Il leur dit calmement qu'il va s'entraîner, tout comme eux, mais les garçons lui répondent qu'ils ne font que s'amuser avec leurs épées, car ils n'ont pas besoin de s'entraîner grâce à leur classe, c'est un fait. Ensuite, ils proposent de montrer à Errol toutes les compétences qu'ils ont acquises grâce à leur classe, et commencent à s'entraîner. En les observant combattre, Errol remarque la fluidité de leurs mouvements, due à leur classe d'épéiste, et leur demande de l'affronter. L'un des garçons rit de son audace à le défier sans classe, mais Errol pense qu'il n'en a pas besoin, pas du tout. Se sentant insulté, le garçon accepte le défi d'Errol pour lui donner une bonne leçon. Avant de combattre, le garçon demande à Errol de s'assurer qu'il possède toujours la bénédiction de protection, un bouclier temporaire que chacun reçoit à la naissance et qui se recharge lorsque l'utilisateur ne subit pas de dégâts. Errol hoche la tête et confirme qu'il ne perdra pas sa vie face aux puissantes attaques du garçon et lui dit de se préparer pour le duel. Enragé par ses provocations constantes, le garçon charge Errol et balance son épée, mais celui-ci la part facilement, à sa grande surprise. Ensuite, Errol esquive un autre coup avant de bloquer le garçon dans une parade. Le partenaire du garçon pense qu'il s'amuse et lui dit de finir le match. Mais il lui répond qu'Errol n'est pas si facile à continuer à échanger des parades. Le garçon réalise qu'il ne peut pas battre Errol seul, alors il triche et demande à son partenaire de s'allier contre lui, c'est une honte. L'autre garçon saute sur Errol par derrière, mais celui-ci s'en l'attaque et l'esquive habilement. En regardant les deux garçons se disputer, Errol réalise que leur classe ne les aide absolument pas avec leur travail d'équipe, et il fonce pour les achever tous les deux. Les garçons le remarquent arriver, mais soudain, Errol disparaît de leur vue avant de passer sous l'un d'eux et de le mettre KO d'un coup de poing à la mâchoire. Alors que son coéquipier tombe, l'autre garçon se précipite pour attaquer Errol, mais il trébuche sur son propre ami, donnant à Errol la chance de le mettre KO également, sans effort. Les deux garçons au sol, Errol annonce calmement qu'il a gagné le combat, mais ils se mettent en colère et affirment qu'il les a attaqués alors que leur garde était baissée. Alors qu'il demande à Errol une revanche, il accepte facilement, sans hésiter. Mais avant que cela ne commence, un garçon derrière eux avertit les autres de ne pas tenter le coup, leur rappelant qu'ils ne peuvent pas inventer de telles excuses bidons s'ils échouent sur le champ de bataille. Après que le garçon aux cheveux roux leur ait dit qu'ils étaient une honte pour tous les épéistes, l'un des deux garçons essaie de lui répondre, mais son ami lui rappelle le statut élevé du garçon aux cheveux roux, un fait important. Le roux s'approche ensuite d'Errol et lui demande s'il est bien le fils de la princesse épée fer. Quand Errol hoche la tête, le garçon le félicite d'avoir appris une solide maîtrise de l'épée de sa mère, c'est impressionnant.
Cependant, il rappelle à Errol que les deux épéistes qu'il a vaincus ne sont que des enfants inexpérimentés, alors qu'il pointe son épée sur lui, le défiant à un vrai combat. Le garçon déclare qu'il prouvera le véritable pouvoir de la classe d'épéiste, tandis que les deux autres garçons se demandent s'il est le fils du capitaine de la sécurité du village, Evans. Le garçon confirme son identité, et Errol se souvient que son père contactait sa mère pour chasser les monstres. Errol pense que ce mignon garçon ne ressemble en rien à son père, et se demande s'il se transformera aussi en un homme à l'air bourru. C'est une question. Les épaules du garçon commencent à trembler alors qu'il loue son père pour être un puissant épéiste et un sage mentor. Il trouve injuste que malgré les grandes qualités de son père, la mère d'Errol ait injustement volé le titre de son père, celui d'épéiste le plus fort du village. À ces mots jaloux, Errol réalise que le garçon ne fait que décharger sa frustration sur lui parce qu'il déteste sa mère, et le roux se sent embarrassé d'être démasqué, mais demande à Errol s'il pense la même chose. S'il est d'accord, Errol confirme que sa mère est la personne la plus forte de leur village, mais le garçon lui dit qu'il a hérité du meilleur talent d'épéiste de son père, c'est une certitude. Alors il vaincra Errol pour prouver que sa famille est supérieure, sans aucun doute. Après s'être calmé, le garçon dit à Errol qu'il est déjà devenu épéiste il y a 1 an, et qu'il s'entraîne dur sous son père depuis ce temps. Avec sa pratique dédiée, le garçon pense qu'il n'a absolument aucune chance de perdre. Cependant, Errol lui rappelle qu'il a également reçu les conseils avisés de sa puissante mère. Alors il ne va pas perdre contre lui, c'est une certitude. Les deux garçons lèvent leurs épées pour commencer le combat, et le roux attaque en premier. Errol part son attaque et riposte, et ils s'engagent tous deux dans une bataille féroce et intense. En les regardant échanger des coups, les deux autres garçons sont choqués qu'Errol tienne tête au roux malgré son absence de classe, c'est incroyable. En regardant le garçon balancer son épée, Errol admet qu'il est beaucoup plus fort que les deux autres, mais ses mouvements sont dictés par la colère, c'est évident. Errol attend qu'il fasse une erreur et attaque dès qu'il obtient une ouverture. Cependant, le garçon déchaîne une compétence de double tranchant, qui repousse Errol contre un mur. Le roux est surpris que sa première tranche ait été bloquée, mais il remarque que Errol a été blessé par la seconde, c'est un fait. Perdant finalement son calme, Errol interroge sur la capacité du garçon, et celui-ci explique que c'est une compétence de classe d'épéiste qui ne peut pas être bloquée par quelqu'un sans classe. Cependant, Errol est déterminé à pouvoir apprendre à la bloquer avec suffisamment de pratique, et le roux loue sa résilience, son courage. Quelques jours plus tard, la sœur d'Errol le regarde ronfler tard le matin et essaye de le réveiller avec un baiser. Il se lève avant qu'elle ne puisse le toucher, la repoussant froidement avec sa tête sans un mot. La sœur d'Errol est offensée et exige un baiser d'excuse alors qu'il quitte sa chambre pour prendre le petit déjeuner. Leur mère sourit et sert le petit déjeuner, et la famille s'assit pour manger ensemble. La sœur d'Errol lui demande s'il va s'entraîner à nouveau, et il hoche la tête sans un mot. Cela la met en colère, et elle lui dit de se calmer et de la laisser le soutenir, c'est important. Cependant, Errol l'ignore et se lève pour partir, et sa sœur se demande pourquoi il sort s'entraîner quotidiennement depuis qu'il est rentré chez lui battu à plate couture, c'est étrange. Fer la rassure qu'Errol ira bien, expliquant qu'ils ont un secret qu'elle ne connaît pas encore. Elle emmène sa fille dehors et ouvre un coffre plein d'épées brisées, révélant à quel point Errol s'est entraîné durant ces derniers jours, c'est impressionnant. Tandis que sa sœur est surprise, la mère d'Errol est heureuse que son garçon ait été inspiré après avoir duel avec d'autres enfants. La détermination d'Errol réjouit également sa sœur, mais elle veut toujours créer un monde où les personnes sans classe comme lui ne sont pas discriminées, tandis que sa mère sourit à son noble objectif, un but louable. Pendant ce temps, dans une forêt, Errol frappe une cible d'entraînement sur un arbre avant de reculer pour une attaque. Il déchaîne ensuite un double tranchant, exactement comme le roux, et se sent satisfait de sa puissance. Alors qu'Errol pense que se faire battre par le roux en valait la peine, un gobelin le traque silencieusement dans des buissons. Il saute pour attaquer avec sa massue, mais Errol se retourne et le vainc avec un double tranchant, sans effort. Alors qu'Errol est content de la puissance de sa compétence, un grand monstre rugit derrière lui. Il se retourne pour signaler l'apparition du monstre à la sécurité du village, mais s'arrête net après avoir entendu un cri paniqué. Trouvant le cri familier, Errol se retourne, pensant qu'il n'a pas le temps d'appeler la sécurité avant que cette personne ne soit blessée. Il saisit la poignée de son épée et court dans la forêt, s'assurant mentalement qu'il ira bien, qu'il sera en sécurité. Une fois qu'il s'approche de la source, Errol jette un coup d'œil depuis un buisson et trouve le roux avec un bras ensanglanté. Ensuite, il remarque un hobgoblin géant planant au-dessus du garçon et se demande pourquoi il est apparu ici. Errol réalise alors que le roux s'entraînait aussi comme lui et a vaincu des gobelins sauvages, ce qui a attiré le hobgoblin chef. Tandis que le hobgoblin accule le garçon dans un coin, Errol se place derrière lui et se prépare à lancer son attaque sous le meilleur angle possible. Errol prend une profonde inspiration pour se préparer, et le roux pense que c'est la fin pour lui, la partie est terminée. Le hobgoblin lève sa massue pour le coup de grâce, mais soudain, Errol le tranche avec une attaque double tranchant. Après que le monstre soit tombé au sol, Errol pense qu'il a enfin maîtrisé le jeu de jambes de la technique. Le roux essaie de marcher, mais il trébuche dans les bras d'Errol.
Remarquant que le garçon a perdu sa bénédiction de protection, il est vulnérable, Errol demande s'il a de l'eau bénite pour soigner ses blessures. Le garçon regarde silencieusement sa bouteille d'eau écrasée au sol, alors Errol lui offre sa propre eau bénite. Après avoir bu l'eau, ses blessures disparaissent, et le roux se sent agacé par la force qu'Errol a acquise, c'est frustrant. Errol remarque que son énergie est revenue, et le garçon le remercie pour son eau avant de lui demander à nouveau sa puissante compétence. Errol lui rappelle calmement que c'est juste un double tranchant, mais le garçon demande comment il a pu l'apprendre sans classe, c'est impossible. Sachant que les gens ordinaires ne peuvent pas apprendre de compétences spéciales, Errol explique qu'il a poussé son entraînement à ses limites pour celle-ci. Le roux se sent confus, alors Errol explique qu'il a appris la compétence en s'adaptant à son timing et à son jeu de jambes, avec persévérance. Ensuite, Errol dit au roux qu'il était la ressource la plus importante, car il l'a aidé à comprendre la compétence après l'avoir battu des dizaines de fois avec. Tandis que le garçon se sent submergé par cette information, Errol lui dit qu'il s'entraîne à la compétence double tranchant pour le vaincre lors de leur revanche, c'est son but. Impressionné par le dévouement d'Errol, le roux accepte son défi de revanche. Errol lui demande s'il est sûr, mais le garçon lui dit que c'est le moins qu'il puisse faire après l'avoir sauvé et avoir soigné ses blessures, c'est une évidence. Errol est surpris qu'il sache rendre les faveurs et le garçon se sent insulté par sa faible opinion de lui. Bientôt, les deux garçons se préparent avec leurs épées et commencent leur duel avec un double tranchant, lancé en même temps. Tout en étant choqué qu'Errol ait bloqué les deux tranches, le roux est frappé par une attaque surprise. Il se demande ce que c'était, et Errol lui dit qu'il a ajouté une troisième tranche, c'est une nouveauté. Le roux rappelle à Errol que cela s'appelle double tranchant, mais Errol explique que parce qu'il n'a pas obtenu de compétences prédéfinies d'une classe, il peut modeler sa technique comme il le souhaite, à sa guise. Il révèle au garçon que c'était sa première fois qu'il utilisait avec succès la troisième frappe, ce qui le laisse encore plus frustré. Le roux pense qu'une compétence d'épéiste n'est pas censée perdre contre qui que ce soit, alors Errol lui dit qu'il le prouvera lors d'un autre match, c'est une promesse. Les deux garçons lèvent à nouveau leurs épées, et le roux se calme, pensant qu'il a un avantage de vitesse sur Errol, c'est certain. Alors qu'ils déchaînent tous deux leur double tranchant, le roux surveille attentivement la troisième tranche d'Errol. Cependant, la vitesse de la troisième tranche le prend toujours au dépourvu et le met à terre malgré le blocage. Errol pointe son épée sur le garçon vaincu et lui dit que ce résultat n'était que prévisible, c'est une évidence. Le roux lui demande pourquoi sa troisième frappe est si rapide. Alors Errol explique qu'il a appris ce truc de lui aussi. Errol révèle qu'il contrôle ses deux premières frappes pour qu'elles soient plus lentes et applique toute sa force à la troisième frappe pour prendre l'adversaire au dépourvu. C'est une stratégie. Se sentant complètement dépassé, le roux grince des dents de défaite et Errol s'éloigne victorieux. Quelques jours plus tard, alors que la famille d'Errol dîne, Farah révèle que le fils d'Evan est parti s'entraîner à Brescia, une ville lointaine. Surpris par cette nouvelle, Errol demande ce qu'est Brescia, et sa mère explique que c'est la cité des épées. Elle lui dit qu'elle s'entraînait dans une guilde là-bas avant son mariage, et Errol se sent excité de visiter la ville et d'explorer tout son potentiel en tant que héros sans classe. C'est une opportunité. 5 ans plus tard, un Errol plus âgé se dirige vers la ville de Brescia en calèche. En passant une forêt, le cocher informe tout le monde qu'ils atteindront bientôt Brescia après avoir gravi une colline, c'est imminent. Une femme montant dans la calèche demande à ses compagnons de voyage s'ils se dirigent tous vers le même endroit. Un épéiste de barbare lui répond froidement, sans ménagement. Alors elle demande pourquoi il est si en colère, c'est curieux. Le barbare pointe sa tenue minable, alors la fille explique que moins de vêtements est préférable pour sa classe de double épéiste. Les deux épéistes se disputent avec colère, s'affrontant. Et le cocher vante la puissance offensive de leur classe avancée, c'est impressionnant. Il arrête soudainement la calèche alors qu'une horde d'orques sauvages apparaît devant eux et leur demande à tous les deux de prouver leur pouvoir. Perdant leur bravade précédente, les deux épéistes se chient dessus de peur, alors que le roi orc se lève, imposant. Une dame roturière attrape le bras du garçon de peur, mais il la repousse et s'enfuit pour sa vie. Alors que la femme s'échappe aussi, le cocher décide de fuir également. Cependant, Errol s'avance tranquillement et fonce dans la horde d'orques, sans hésiter. Alors qu'Errol commence à déchirer les orques, le cocher remarque sa compétence de dash clignotant. Cependant, alors que les orques encerclent Errol, le cocher pense qu'Errol ne peut pas s'échapper, c'est impossible. Soudain, Errol tourne en tornade et abat tous les orques. À la grande surprise de tous, le conducteur réalise instantanément que la compétence danse de la lame d'Errol est la technique signature de la légendaire princesse épée, c'est incroyable. Il se demande comment Errol peut utiliser cette technique puisque princesse épée est une classe féminine. Devant le conducteur, Errol évite l'arme lourde du roi orc et saute par-dessus sa tête, avec agilité. Il enfonce son épée directement dans le crâne de la bête et elle s'effondre sans vie au sol. Ensuite, Errol revient et demande au conducteur de le conduire à Brescia. Quand Errol dit qu'il veut devenir plus fort là-bas, le conducteur souligne qu'il est déjà trop puissant, c'est évident.
Un jeune passager excité interroge Errol sur sa classe et il stupéfie tout le monde en révélant qu'il est complètement sans classe. Il s'avère qu'il y a 5 ans, Errol a montré à sa mère la compétence double tranchant qu'il avait apprise du roux. C'est une révélation. Sa mère pensait qu'elle rêvait, mais Errol expliqua qu'il apprenait des compétences même sans classe, c'est incroyable. Ensuite, Errol lui demanda de lui enseigner les compétences de la princesse épée avant qu'il n'aille à Brescia pour plus d'entraînement. La mère d'Errol était éblouie par le talent de son fils et a rapidement commencé à se vanter de lui auprès du reste de la famille. Le rêve d'Errol se termine brusquement alors que le cocher le réveille à Brescia, la ville des épées. Errol remarque tous les épéistes autour de lui, détectant également de nombreux épéistes avancés. Il interroge le cocher sur sa classe, mais celui-ci agit comme s'il était juste un gars normal, sans histoire. Errol souligne que le cocher a parfaitement compris ses compétences d'épéiste, il doit donc être assez fort lui-même. Se sentant exposé, le conducteur explique qu'il est en fait un chevalier sacré avancé. Alors Errol lui demande pourquoi il fait des trajets en calèche, c'est curieux. Le conducteur explique que chaque fois qu'il est fatigué de se battre, il prend des pauses en faisant des trajets normaux. Errol hoche la tête, comprenant qu'il est important de faire des pauses dans l'entraînement aussi, c'est essentiel. Ensuite, le conducteur lui conseille de rejoindre une guilde d'épée pour commencer. Il révèle que la ville organise de nombreux tournois d'escrime où il peut gagner de l'argent. Comme le conducteur souligne qu'Errol ne peut pas participer sans adhésion à une guilde, il hoche la tête et accepte le plan, c'est une bonne idée. Errol se sent excité de combattre des adversaires plus forts, mais le conducteur le met en garde contre certaines mauvaises guildes qui existent. Une fois que le conducteur part, Errol se retourne et se dirige vers la ville, plein d'espoir. Il trouve la guilde de la cavalerie recrutant des chevaliers épéistes et une guilde de la voie de l'épée ouverte à tous. Soudain, une fille court pour étreindre Errol, mais tombe à plat ventre alors qu'il l'évite. Avec agilité, elle se demande comment il l'a esquivé sans même regarder, pensant qu'il est très puissant puisqu'il peut la détecter. Tandis qu'Errol se sent confus, la fille lui demande s'il veut rejoindre une guilde, c'est une proposition. Après qu'il hoche la tête, la fille commence rapidement un argumentaire de vente pour sa nouvelle guilde. Elle lui montre le contrat, mais Errol la quitte sans un mot. La fille attrape sa ceinture et demande pourquoi il part. Alors Errol lui dit qu'elle a l'air trop désespérée, c'est évident. Il pense que sa guilde doit avoir besoin de nouveaux membres parce qu'elle est faible, et la fille essaie d'agir comme s'ils étaient une guilde célèbre et de premier plan. Errol refuse de se faire arnaquer. Alors la fille se présente comme Lilia et propose d'aller à un rendez-vous avec lui s'il la rejoint, c'est une offre. Errol lui dit qu'il n'est pas intéressé, et la fille reste sans voix. Il pense qu'elle est juste comme sa sœur aînée, agissant comme une bombe avec une poitrine plate comme une planche à découper. Ensuite, il interroge Lilia sur la plus grande guilde de Brescia et elle est en colère par son manque de respect, c'est évident. Soupirant pour se calmer, Lilia lui dit que Blackblade est la guilde la plus forte avec 8 épéistes de rang A. Elle informe Errol de leur emplacement et ils se dirigent vers leur grand quartier général. Sans tarder, un garde l'approche lui demandant ce qu'il veut. Errol lui dit qu'il veut rejoindre la guilde, alors le garde lui dit de passer un test. Errol le suit et fait la queue pour attendre l'inscription au test, patiemment. Une fois que c'est le tour d'Errol, le réceptionniste explique que sa guilde n'accepte que les classes avancées. Quand Errol lui dit qu'il est sans classe, le réceptionniste rit grossièrement et lui dit de partir sans ménagement. Derrière lui, les autres épéistes commencent à chuchoter à son sujet et Errol demande au réceptionniste s'il peut passer le test puisqu'il est confiant en ses capacités. Cependant, le réceptionniste refuse disant qu'il ne peut pas changer les règles, c'est impossible. Soudain, la pièce s'illumine alors que des épéistes de rang A entrent dans la pièce et Errol décide de tenter sa chance ailleurs. Il essaie de visiter d'autres guildes, mais toutes le refusent sans hésitation, sans même réfléchir. Ensuite, Errol se sent découragé car il n'a pas été autorisé à tenter un seul test. Puis, il se souvient que sa mère lui a donné une lettre de recommandation pour l'aider à rejoindre son ancienne guilde, c'est une chance. À l'époque, Errol pensait qu'elle était juste trop protectrice, mais il réalise maintenant qu'elle savait qu'il serait rejeté. Alors qu'Errol décide de rejoindre la guilde de sa mère, Lilia réapparaît, mais il l'ignore et s'en va. Alors qu'il traverse la ville, Lilia le supplie de la rejoindre et de sauver sa guilde. Errol continue de la repousser, alors Lilia propose de lui lécher les bottes pour le convaincre. Cependant, il la laisse devant les habitants dégoûtés, et Lilia jure de ne jamais abandonner. Après qu'Errol ait enfin trouvé l'emplacement de la guilde, Lilia le rattrape à nouveau. Elle lui dit qu'il est le bienvenu pour les rejoindre et lui montre l'énorme quartier général. Errol se demande pourquoi sa guilde est si faible malgré sa taille, et elle révèle qu'ils ont perdu leur gloire passée. Cependant, Lilia est convaincue de pouvoir restaurer la guilde Croc du Dragon, dirigée par le roi des doubles épées. À ce nom, Errol se souvient que sa mère faisait également partie de cette même guilde dans sa jeunesse. Il accepte finalement de visiter. Lilia l'emmène donc à l'intérieur et le conduit à un siège. Soudain, le père ivre de Lilia surgit du canapé et elle se met en colère contre lui. Lilia lui rappelle que le médecin lui a interdit de boire et qu'ils n'ont de toute façon pas d'argent pour l'alcool. Cependant, son père s'en moque et Errol réalise qu'il est le roi des doubles épées.
Alors qu'Errol remarque le bras manquant de l'homme, celui-ci lui dit de quitter la guilde car elle sera bientôt finie. Lilia essaie d'arrêter son père, mais il l'ignore et sort. Elle dit à Errol que son père était l'un des meilleurs épéistes de Brescia, mais sa carrière a pris fin après qu'il ait perdu son bras. Elle pense qu'Errol ne rejoindra certainement pas leur guilde minable maintenant, mais il décide en fait de les rejoindre. Lilia croit rêver, mais Errol révèle que les autres guildes rejetteront de toute façon. Elle lui montre joyeusement le contrat de guilde et il s'assit pour le signer. Une fois fait, il remet le contrat à Lilia, qui apprend enfin qu'Errol n'a pas de classe. Lilia pense qu'Errol lui fait une blague, alors il lui montre son certificat de classe. Après un examen plus attentif, Lilia se lève calmement et tire une épée avant de menacer de donner à Errol la classe des défunts s'il ne quitte pas immédiatement la guilde. Il demande pourquoi Lilia veut qu'il parte, et elle souligne avec colère qu'elle a besoin de vrais épéistes pour sa guilde. Se souvenant comment Errol l'avait humilié, Lilia est frustrée d'avoir été intimidée par un bon à rien sans classe. Puis, une femme nommée Rhiannur entre dans la pièce et Lilia se jette rapidement dans ses bras. Lilia lui dit qu'un crétin sans classe a essayé de l'arnaquer, et Rhiannur le reconnaît instantanément. Errol est confus que Rhiannur le connaisse, alors elle lui dit qu'ils viennent de la même ville natale. Elle lui rappelle qu'ils se sont entraînés ensemble dans leur enfance, mais Errol ne se souvient toujours pas d'elle. Puis, Rhiann lui dit qu'ils se sont rencontrés il y a 5 ans, mais Errol affirme qu'il n'aurait jamais oublié une beauté comme elle. Alors que le visage de Rhiannur devient une tomate, Errol se souvient enfin d'avoir combattu un garçon roux, mais Rhiannur révèle qu'elle est en fait la fille unique du capitaine Evans. Errol s'excuse de ne pas l'avoir reconnue, et Rhiannur pense qu'elle a probablement l'air différente à cause de ses longs cheveux. Pensant que ce ne sont pas les cheveux qui ont changé, Errol regarde la poitrine de Rhiannur, tandis que Lilia lui demande si c'est le garçon sans classe qui l'a vaincu. Quand Rhiannur hoche la tête, Lilia est choquée que ce soit lui. Rhiannur lui dit qu'elle ne perdra pas cette fois car elle est devenue beaucoup plus puissante. Toujours contrariée par sa défaite précédente, elle défie Errol à une revanche pour le bon vieux temps. Les filles l'emmènent au terrain d'entraînement de la guilde et Lilia est toujours surprise que Rhiannur affronte un inconnu sans classe. Cependant, Rhiannur admet qu'Errol est très puissant et se sent déterminé à le vaincre. Une fois les deux épéistes sur le terrain, Lilia agit comme arbitre et lance le match. Rhiannur commence par une double entaille et Errol pense pouvoir l'arrêter facilement. Cependant, les entailles ignorent l'attaque d'Errol et frappent son corps. Il se demande comment Rhéonard a réussi à passer et elle jette sa lourde épée. Rhéonard explique que l'épée est 5 fois plus lourde que d'habitude, donc il ne peut pas contrer son attaque avec la même technique. Après qu'elle ait révélé que sa classe d'épéiste brutale augmente sa puissance d'attaque, Errol est choqué et bloque son attaque. Il loue les progrès incroyables de Rhiannur alors qu'elle poursuit son assaut. Errol recule et admet qu'il perdra s'il continue à l'affronter de front. Il se demande pourquoi Rhiannur expose ses secrets, mais elle dit que ça en vaut la peine pour le vaincre. Puis Errol lui dit qu'elle ne peut pas le frapper avec sa vitesse, et elle charge pour le punir. Rionnet dévie l'épée d'Errol et frappe son corps, mais celui-ci disparaît en une image rémanente. À la surprise de Rhiannur, il apparaît derrière elle et frappe son cou. Elle se demande comment il a esquivé son attaque, mais Errol lui rappelle que ce n'était qu'une ombre. Sachant que la compétence d'ombre est une technique suprême d'épéiste, Rhiannur est stupéfaite. Elle essaie d'attaquer Errol à nouveau, mais il esquive tout, disant que la technique est aussi facile que de bouger très vite. Rionnet se sent insulté par l'explication simplifiée d'Errol, et il lui dit qu'il a fallu beaucoup d'efforts pour maîtriser la technique. Il disparaît et la frappe d'un autre coup, mais remarque que ses attaques n'endommagent pas sa barrière de protection. Rhiannur sourit d'un air suffisant et révèle que les épéistes puissants ont une défense accrue. Elle essaie d'attaquer à nouveau, mais Errol l'esquive et riposte avec une contre-attaque. Alors qu'il révèle avoir appris ce contre de sa mère, Rhiannur s'effondre, vaincu. En regardant la bataille, Lilia est choquée, mais annonce la victoire d'Errol. Rhiannur est frustré d'avoir perdu malgré sa force accrue, et Errol la félicite pour ses compétences. Cependant, il souligne qu'il est juste plus fort qu'elle et Rhiannur se met à pleurer. Lilia se précipite pour la réconforter, en colère qu'Errol l'ait fait pleurer. Il est confus de savoir pourquoi elle pleure alors qu'il l'a félicitée. Et Rhiannur fait comme si elle n'avait pas pleuré. Avant de retourner à la guilde, une fois à l'intérieur, lui et Lilia l'entendent se lamenter d'avoir perdu, même après tout, son entraînement des 5 dernières années. Après cela, Lilia accepte joyeusement Errol dans leur guilde. Il remarque son attitude changer, mais elle agit comme si elle avait cru en sa force tout le temps. Errol se souvient de l'attitude agressive de Lilia, mais l'oublie et lui demande pourquoi la guilde est en train de mourir. Lilia lui dit maladroitement qu'ils sont endettés, et il demande combien.
Elle l'appelle plus près et lui chuchote le chiffre à l'oreille, mais dit qu'ils peuvent tout rembourser s'ils gagnent un prochain tournoi. Lilia explique qu'elle avait besoin de 3 membres pour participer, et Errol demande pourquoi Rhianner reste chez eux dans leur modeste demeure. Lilia révèle que lorsque Rhianner est arrivée à Brestia, elle a été rejetée par toutes les grandes guildes. Cependant, le père de Lilia a vu le potentiel de Rhianner et l'a gentiment accepté au croc du dragon. Hero hoche la tête, comprenant que Rionner rembourse leur gentillesse avec sa loyauté. Il dit à Lilia qu'il sera facile de rembourser leurs dettes grâce au tournoi. Cependant, elle n'est pas confiante car ils affronteront des équipes ennemies de 5 membres avec seulement 3. Alors que Lilia s'inquiète des ennemis menaçants, Errol est excité par le défi. Impatient de participer au tournoi, Errol annonce que combattre des adversaires puissants est la raison pour laquelle il est venu à Brescia, les observant secrètement tout le temps. Le maître de guilde s'en va, ayant remarqué le grand potentiel d'Errol. Le lendemain, Errol se réveille dans une chambre étrange mais se souvient qu'il vit maintenant à la guilde Croc du Dragon. Après être sorti de la pièce, il salue Lilia et Ranir à table. Lilia lui demande s'il a bien dormi, et Errol hoche la tête disant que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas dormi dans un vrai lit. Remarquant que Rhianner est complètement silencieuse, Errol se demande si elle est toujours contrariée par sa défaite. Lilia interrompt ses pensées disant qu'ils sont enfin éligibles pour le tournoi de guilde. Excitée, elle annonce que Croc du Dragon est inscrit et prêt pour la bataille. Curieux, Errol lui demande si l'argent de la victoire sera suffisant pour couvrir leurs dettes. Lilia hoche la tête et explique les règles de la compétition. Alors qu'elle révèle qu'ils doivent éliminer tous les membres de la guilde ennemie pour gagner, Rhianner s'inquiète de devoir affronter une rude concurrence avec un désavantage numérique. Cependant, Lilia est optimiste car il y a peu de chances qu'il rencontre de puissants épéistes, comme elle est heureuse d'avoir 2 épéistes de rang B. Errol est confus par ces étranges classements. Rhéonur se moque d'Errol pour son ignorance, et Lilia lui dit que les classements des épéistes vont de D à A, basés sur leur force. Elle révèle également qu'il n'y a que 20 épéistes de rang A à Brescia, et que Rionner et elle sont toutes deux de rang B. Même si Errol a vaincu Rionner, Lilia ne le soupçonne pas d'être de rang A à cause de l'énorme écart de force entre les deux rangs. Soudain, elle se souvient que les appariements de combat pour la compétition sont sur le point d'être annoncés et part les vérifier. Après le départ de Lilia, Rhianner se lève aussi et Errol lui demande où elle va. Quand elle dit qu'elle va s'entraîner, Errol demande à Rhianner de confirmer qu'elle est une épéiste de puissance. Il lui demande si elle a d'autres compétences en dehors de sa classe principale. Alors elle lui parle de la capacité Courage, qui améliore sa barrière de protection. Voulant apprendre cette capacité, Errol se lève et prend les mains de Rionner. Alors qu'elle pense qu'Errol est romantique, il lui demande soudain de le frapper avec son épée gainée. Errol lui dit qu'ils peuvent ainsi se rapprocher. Mais Rionner lui répond qu'elle n'est pas assez bizarre pour une telle relation. Errol explique qu'il essaie juste d'apprendre sa capacité de courage. Il pense que puisque cette capacité améliore la capacité d'une personne à endurer les attaques, la meilleure façon de l'apprendre est de se faire battre à plusieurs reprises. Rhianner rappelle à Errol qu'il ne peut pas simplement apprendre ses compétences car elles sont une bénédiction de la déesse. Cependant, il lui rappelle qu'il a aussi appris les compétences de Blentei et Ombre, et Rhianner se tait. Elle l'emmène au terrain d'entraînement où Errol demande son épée lourde, pensant qu'il n'a pas la force de la manier. Rhianner est choqué quand il sort l'épée sans effort. Errol lui dit que c'est le résultat d'innombrables heures de dévouement et il est confiant de pouvoir apprendre la capacité Courage avec eux. Rhianner reconnaît enfin le travail acharné d'Errol et décide de lui enseigner cette capacité. Alors qu'elle rappelle à Errol qu'elle ne sera pas tendre avec lui, il est heureux d'avoir trouvé une femme aussi puissante de sa ville natale. De nouveau troublé par son commentaire, Rhianner lève son épée et commence leur entraînement. Pendant qu'ils s'entraînent, Lilia arrive en courant. Paniquée par leur premier adversaire, elle se met à pleurer en disant que leur premier match est contre Blackblade, littéralement la guilde la plus forte de toute la ville. Sachant que leur chef nommé George est une ordure complète, Lilia pense qu'il essaiera de les écraser sans pitié. Cependant, elle décide quand même de se battre contre son destin et de se préparer au mieux pour le tournoi. Quand Lilia remarque enfin Rhianner en train de frapper Errol, elle pense qu'ils se battent à cause d'un mauvais travail d'équipe. Rhianner explique que ce n'est qu'un entraînement spécial, mais Lilia continue de penser qu'elle se défoule sur lui. Épuisé, Errol se lève, se plaignant de sa faim, mais Lilia lui dit de prendre d'abord de l'eau bénite. Les jours passent, et c'est enfin l'heure du tournoi. Errol est impressionné par l'énorme colisée et la foule nombreuse, et il écoute des spectateurs chuchoter à propos de leur match. Ils sont excités de voir 2 grandes guildes s'affronter, mais décident de parier sur Blackblade puisque le minable croc du dragon ne peut pas gagner.
Lilia s'apprête à leur dire le fond de sa pensée, mais Rhiannur l'arrête avant qu'elle ne fasse une scène. Errol est surpris qu'il y ait des paris au tournoi, et Lilia affiche un sourire malicieux en réalisant que leurs codes de paris sont de 20 contre 1. Errol est impressionné par le chiffre, et elle lui rappelle avec colère que personne ne pense qu'ils vont gagner. Cependant, Lilia pense que les paris sont une excellente occasion d'escroquer les gens pour de l'argent s'ils peuvent d'une manière ou d'une autre gagner contre Blackblade. Sachant qu'ils ne se sortiront pas de leur dette s'ils perdent le match de toute façon, Lilia révèle qu'elle a hypothéqué sa maison et mis toutes leurs économies sur leur propre guilde. Rhiannur pense qu'il y a plus de chances qu'ils perdent, mais Lilia pense qu'ils sont déjà au plus bas de toute façon. Soudain, George félicite Lilia d'avoir gardé la guilde de son père avec tant de passion. Il l'interroge sur le héros sans classe qu'elle a recruté, et Lilia pense qu'il essaie de se moquer d'elle. Mentant effrontément, George prétend qu'il est simplement triste de voir le déclin de sa guilde rivale. Il se moque de Lilia, disant qu'il a spécifiquement arrangé leur match parce que tout le monde serait excité de voir l'ancienne guilde la plus forte contre la nouvelle la plus forte. George lui dit aussi qu'il lui a donné une grande chance de gagner de l'argent avec les paris, mais rit car il sait qu'elle ne peut de toute façon pas battre son épéiste de rang A. Alors que Lilia lui dit qu'ils vont certainement gagner, George la laisse fulminer. Errol remarque à quel point George est rusé, notant sa moquerie à travers des mots doux. Ensuite, une fois qu'il est temps que le match commence, l'annonceur commence à créer l'ambiance. Alors que la foule éclate en acclamations, Errol remarque que George ne les affrontera pas. Il pense que le chef pourrait en fait être miséricordieux, mais Lilia lui rappelle que tous ses membres sont de rang R de toute façon. Rhiannur pense aussi qu'ils ne vont pas être tendres avec eux, alors Errol est excité de voir les compétences d'épéistes plus forts. Bientôt, l'annonceur appelle au premier match entre Gio de Blackblades contre Errol, le sans classe de Croc du Dragon. Alors qu'il entre dans l'arène, la foule commence à chuchoter à son sujet. La foule se demande pourquoi Croc du Dragon a envoyé un faible sans classe pour se faire humilier, et Gio pense que le match n'est qu'une perte de temps. L'annonceur lance le match, et Gio se téléporte instantanément devant Errol et le poignarde avec sa perche. Lilia s'inquiète pour Errol, mais Rhiannur lui rappelle que ce n'est qu'une ombre. Voyant l'ombre disparaître, le sourire arrogant de Gio vacille, mais il se retourne et poignarde le corps derrière lui. Cependant, il découvre que c'est une autre ombre, et remarque deux aériens debout dans l'arène. Gio pense qu'il peut les éliminer tous les deux avec une compétence de dash éclair, mais il est surpris de voir une troisième ombre derrière lui. Alors que les trois ombres le chargent, Gio les élimine toutes, mais le vrai Errol apparaît facilement sous lui et le vainc d'un seul coup. Gio s'effondre au sol, se demandant comment Errol peut créer trois ombres. Mais Errol lui dit que sa mère peut en créer 5 sans même essayer. Gio étant à terre, l'annonceur déclare le vainqueur et la foule rugit d'applaudissements. Delia aussi applaudit Errol, tandis que Rhiannur est choqué qu'Errol puisse vaincre un rang A si facilement. Alors que les médecins emmènent Gio, Errol pense qu'il a encore besoin de plus de pratique avant de pouvoir copier le coup critique de Gio. Pendant ce temps, la foule est choquée qu'il puisse surpasser un épéiste tout en étant sans classe. Alors que George observe en silence, le match suivant commence. Le prochain épéiste de Blackblade frappe Errol, mais il bloque facilement les attaques de son adversaire. Puis, Errol le découpe facilement avec une compétence de double taille et gagne le match. Dans le match suivant, l'adversaire d'Errol essaie d'utiliser une dague en combat rapproché, mais il apparaît derrière lui comme un fantôme et le met à terre. Même les coéquipiers d'Errol sont surpris qu'il ait gagné 3 matchs d'affilée, et Rhiannur demande à Lilia pourquoi elle ne se bat pas. Lilia sait qu'elle n'a aucune chance de gagner, alors elle décide de continuer à encourager leur star. Elle fait en sorte que Rionné l'encourage avec elle, et elle regarde Errol combattre un porteur de bouclier. Errol évite facilement les attaques de l'adversaire qui pense qu'il ment sur le fait d'être sans classe. Errol loue son adversaire, disant qu'il doit l'épuiser progressivement car il ne peut pas percer les boucliers. Cependant, l'homme lui rappelle qu'un héros sans classe ne devrait même pas être capable de faire cela. Errol lui dit qu'il a travaillé dur pour en arriver là, mais le porteur de bouclier pense que les classes ne peuvent pas être surmontées avec juste du travail acharné. Il fait semblant d'attaquer Errol avec son épée, mais l'utilise comme une feinte pour charger avec son bouclier. Cependant, Errol le prédit et contre-attaque avec sa compétence de prescience. La contre-attaque fait tomber le bouclier, et l'homme est choqué, pensant qu'il l'a appris de son précédent adversaire. Errol pense qu'il y a encore un long chemin à parcourir avant de maîtriser le contre, mais il peut l'utiliser au combat après l'avoir vu. Il utilise à nouveau le coup de pied de contre sur son adversaire, qui reste choqué qu'il puisse apprendre si vite. Puis Errol se dirige vers le bouclier et le ramasse. Mettant son adversaire en colère, celui-ci charge Errol pour le punir, mais il l'esquive facilement et l'élimine avec son propre contre de bouclier. Après que l'annonceur ait déclaré la 4e victoire d'Errol, la foule commence à douter s'il est vraiment sans classe,
et les organisateurs du tournoi exigent de voir la carte de classe d'Erol pour confirmer. Erol accepte de la soumettre, alors l'annonceur prend sa carte de classe, la place dans la boule de cristal, et tout le monde se tait une fois qu'elle a vérifié qu'il est légitime. George commence à ressentir la pression de la défaite, tandis que même Rhéanur commence à espérer qu'ils peuvent gagner leur match. Lilia est contrariée de ne pas avoir connu la pleine force d'Erol plus tôt, sinon elle aurait vendu ses héritages familiaux pour parier encore plus d'argent sur eux. Rhianné dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'ils grandissent autant, et se demande comment Erol s'est entraîné ces 5 dernières années. Pendant ce temps, Lilia se prépare à l'épouser, pensant que quoi qu'il arrive à la guilde, elle pourra toujours la reconstruire s'il est à ses côtés. Alors que Lilia poursuit ses sombres plans, Erol se sent mal à l'aise face à son aura malveillante. Enfin, l'annonceur présente le dernier épéiste de Blackblade, appelé Maître Masamune. Erol remarque que Masamune utilise un katana, et Rionner réalise qu'il est un rare épéiste de classe samouraï, sachant que Masamune n'a jamais combattu en public auparavant. Lilia pense qu'il est l'atout de Blackblades pour ce tournoi. Alors que le match commence, Masamune saisit calmement son épée, et Erol se sent sous pression par son calme. Remarquant l'hésitation d'Erol, Masamune sourit et confirme qu'il l'attend pour qu'il s'approche afin d'utiliser sa technique ultime. Après avoir entendu sa provocation, Erol commence à marcher vers Masamune, qui est surpris. Il explique qu'ils ne peuvent pas rester immobiles comme des arbres pendant tout le match, et il veut aussi voir les mouvements les plus puissants de Masamune. Masamune ricane, disant qu'Erol n'aura pas le temps de réagir ou de regarder s'il déchaîne sa technique ultime. Cependant, Erol reste confiant en sa propre vitesse et continue de marcher. Il remarque que l'épée de Masamune est toujours dans son fourreau et se demande s'il va déchaîner l'attaque finale en un seul coup. Erol pense à utiliser des ombres mais y renonce car Masamune est trop concentré pour être trompé par elle. Il s'arrête juste devant son adversaire, sachant qu'un seul coup décidera de leur match. Les deux garçons retiennent leur souffle, et alors qu'Erol fait son dernier pas, Masamune frappe instantanément avec une attaque fulgurante. Cependant, Erol disparaît juste devant lui et Masamune est choqué car il s'est déplacé si vite avec son vrai corps. Derrière lui, Erol félicite Masamune pour sa vitesse, mais lui dit que la personne qui l'a entraîné est bien plus rapide. Il déchaîne une tempête perçante qui submerge Masamune et le met à terre. Rionner et Lilia sont stupéfaites en reconnaissant la technique de finition de la princesse épée. Alors que la foule est incrédule qu'il ait gagné, l'annonceur scelle l'affaire, et tout le monde commence à crier sur la Blackblade pour avoir gaspillé tout leur argent sur les paris. Les deux coéquipiers d'Erol célèbrent leur victoire, et Lilia essaie de serrer Erol dans ses bras quand il revient. Il l'évite et la laisse tomber, expliquant que c'était juste un réflexe pour se protéger de sa grande sœur. Puis Lilia se réjouit, pensant à tout l'argent, et Erol remarque Rhianner les bras ouverts, prête à le serrer. Elle réalise sa pose embarrassante et rougit, mais Erol lui dit qu'il aimerait la serrer dans ses bras sans son armure. Lilia propose d'exaucer ses désirs, mais il la laisse tomber encore, tandis que George grince des dents, prêt à venger cette défaite humiliante. Après cela, la croque du dragon rentre chez elle pour célébrer sa victoire. Voyant Lilia boire de l'alcool, Erol est surpris qu'elle soit déjà adulte. Sachant qu'il ne boit pas, Rhianner lui offre du jus, tandis que Lilia demande soudainement à Erol de l'épouser. Il la refuse sans hésitation, disant qu'il préférerait épouser Rhianner à la place. Lilia est stupéfaite et Rhianner est gênée, pensant qu'il plaisante. Il lui demande pourquoi elle ne croit pas qu'il puisse l'aimer. Alors elle explique que tout le monde la voit comme un garçon manqué, une brute. Se souvenant de son enfance, Erol est d'accord, mais pense qu'elle est devenue une femme très attirante. Cependant, Rhianner lui dit qu'elle est trop concentrée sur l'escrime pour se soucier de la romance. La voyant rejeter les avances d'Erol, Lilia en profite pour flirter avec lui. À sa grande surprise, il décide de s'entraîner avec Rhianner plutôt qu'avec elle. Une fois leur célébration terminée, Erol retourne entraîner sa capacité courage avec Rhianner. Après une bonne dose de coups, Rionner lui dit que ça ne marchera pas, refusant d'abandonner. Erol lui répond qu'il doit continuer à être battu à moitié mort pour développer sa capacité courage. Il dit que Rionner est la partenaire idéale pour ce travail, mais elle doute de pouvoir l'aider à y arriver. Observant l'entraînement imprude d'Erol, Lilia se plaint de ses méthodes négligentes. Soudain, son père apparaît, pensant qu'Erol évacue juste sa colère après avoir perdu son match de tournoi. Quand Lilia lui dit qu'ils ont en fait gagné contre la guilde la plus forte, Rod pense qu'ils ont dû envoyer des coéquipiers faibles pour plaisanter. En réponse, elle explique que Erol a en fait vaincu 5 épéistes de rang A d'affilée. Son père est réduit au silence et Lilia pense qu'ils peuvent maintenant rembourser leurs dettes avec l'argent. Cependant, son père pessimiste croit qu'Erol sera simplement volé par une meilleure guilde avec plus de ressources et que la croque du dragon restera morte.
Son attitude négative agace même Errol, qui lui dit qu'il n'est qu'un lâche, un raté qui a abandonné malgré un bras capable de manier une épée. L'insulte d'Errol touche le point faible du père de Lilia, et il attrape sa chemise avec rage, hurlant qu'il ne peut littéralement plus utiliser la moitié de ses compétences en tant que double manieur d'épée. Après qu'Errol ait souligné qu'il est lui-même un gars sans classe, donc les compétences ne lui importent pas, le père de Lilia se calme enfin et part après l'avoir relâché. Après son départ, Errol soupire, pensant que Rod a un énorme potentiel, même sans la moitié de ses compétences. Lilia le remercie d'avoir donné de la motivation à son père. Et Rione et Errol pensent tous deux que Rod peut revenir sur le ring avec plus d'encouragement, les voyant impatients de découvrir de puissantes compétences. Lilia suggère qu'il devrait aller dans un donjon. Errol ne sait rien des donjons, alors Rhiannon explique qu'il y a un immense donjon de monstres juste sous la ville de Brescia. L'idée de combattre des monstres excite Errol, et Rhiannon décide aussi de l'accompagner. Elle pense que ce sera un bon entraînement pour la prochaine Coupe du Roi des Épées. Encore une fois, Errol n'a aucune idée de l'événement. Alors Rhiannon lui dit que c'est le plus grand et le plus prestigieux événement d'épéistes de la ville. Pour l'aider à s'inscrire, Lilia lui donne un formulaire qu'il déchire instantanément. Rhiannon est confuse de savoir pourquoi il ne veut pas combattre à l'événement, alors il explique que Lilia a en fait glissé un formulaire de mariage. Après avoir été démasqué, Lilia essaie de faire croire que c'était juste une blague, alors Errol la punit avec une prise d'étranglement. Pendant ce temps, une étrange femme observe la scène depuis une boule de cristal, tandis que George l'interroge sur la situation. Quand la femme informe George de leur plan pour le donjon, il commence à sourire sournoisement, prévoyant de se venger sous le couvert du sombre donjon. Le lendemain matin, Lilia essaie d'embrasser Errol dans son lit. Sentant sa présence dérangeante, il lui serre rapidement le visage pour protéger son innocence. Alors que Lilia se sent offensée par son attitude froide, Errol la traite de perverse. Lilia commence à remettre en question sa virilité, mais Errol la ligote simplement au lit et la laisse crier dans la pièce. Il frappe à la porte de Rioner et elle lui demande s'il a besoin de quelque chose. Après avoir obtenu sa permission, Errol entre dans sa chambre, mais la trouve parlant paisiblement dans son sommeil. Dans ses rêves, Rioner dit fièrement à son papa qu'elle est devenue une puissante épéiste, tout comme lui. Observant son expression joyeuse, Errol réalise que c'est une fille à papa. Pendant ce temps, dans l'autre pièce, Rod découvre sa fille ligotée comme un chien mal élevé. Ensuite, ils partent tous pour le donjon et Errol est surpris qu'il soit situé dans la ville plutôt que dans une grotte sauvage. Remarquant l'énorme foule rassemblée à l'entrée, Rioner pense qu'ils vont tous s'entraîner pour le tournoi du roi des épées. Une fois arrivés, Lilia explique que le portail de téléportation à l'entrée peut téléporter les gens vers les étages de donjons qu'ils ont déjà explorés auparavant. Errol se demande s'il peut se rendre au niveau 14 avec Rhiannon, mais découvre que la téléportation ne fonctionne que pour les étages qu'il a lui-même nettoyés. Il est contrarié de devoir commencer par les étages les plus faibles, alors Lilia propose de l'emmener par le chemin le plus court avec elle. Rhiannon demande à les accompagner, mais Lilia essaie d'entraîner Errol loin pour pouvoir le harceler en privé. Cependant, Errol demande aussi à Rhiannon de venir avec eux, à la grande frustration de Lilia. Une fois dans le donjon, le groupe rencontre des armures vivantes. Errol part un coup de la première armure, mais elle le contourne rapidement pour une attaque furtive. Surpris par la vitesse de l'armure lourde, il esquive l'attaque et lui tranche le casque. Cependant, le corps sans tête de l'armure se retourne pour attaquer, et Errol réalise qu'il doit attaquer ses jambes pour l'arrêter. Lilia applaudit alors qu'il élimine l'armure, mais recule sous le choc quand l'armure antébouche sa main. Puis Errol regarde Rioner qui a éliminé son adversaire. Elle lui dit que l'armure pourrait se régénérer s'il ne passe pas à l'étage suivant à temps, et Errol pense qu'une armure magique régénératrice est parfaite pour l'entraînement à l'épée. Pendant ce temps, Lilia fait comme si elle était épuisée par le combat, mais Errol lui rappelle qu'elle est restée là comme une statue. Elle prétend qu'elle voulait juste le laisser s'amuser avec Rionera, et Errol l'interroge sur sa classe. Lilia lui dit fièrement qu'elle est une escrimeuse, et Errol se souvient qu'une escrimeuse peut progresser vers la classe de princesse épée. Connaissant déjà les compétences de princesse épée grâce à sa mère, Errol s'ennuie avec Lilia et se dirige vers le niveau 2. Cependant, il rencontre un garçon blessé, qui révèle que son équipe est tombée sur un piège surprise. Rhiannon dit au garçon d'aller se faire soigner en ville, mais il ne veut pas partir sans sauver ses amis. Voyant son hésitation, elle propose de sauver ses amis à sa place, mais Lilia l'arrête. Elle pense qu'il devrait escroquer l'homme blessé pour de l'argent en échange de leur aide, et Errol la traite de fraudeuse complète. Cependant, Lilia refuse d'aider un homme fauché gratuitement, alors le blessé essaie de la flatter. Ses faux compliments ne fonctionnent pas. Alors finalement, le garçon donne à Lilia un sac de pièces. Obtenant enfin ce qu'elle voulait, elle accepte joyeusement l'argent. Errol lui demande si la situation lui semble correcte,
mais Lilia lui dit que l'argent a l'air réel. Il lui répond que l'argent n'est pas le problème, mais suit quand même le garçon blessé dans le couloir. En marchant avec lui, Errol remarque que malgré le saignement excessif, le garçon marche sans problème. Il réalise que le garçon n'est pas du tout blessé et essaie juste de les escroquer. Mais Errol est excité à l'idée d'affronter les problèmes qu'il va causer. Une fois que le garçon les emmène dans la pièce cachée, il est choqué de voir ses amis disparus. Voyant ses empreintes de pas sanglantes dans la pièce, Lilia essaie de suivre la piste pour ramasser une pièce, mais elle active un piège de téléportation au sol. L'épéiste escroque sourit, disant qu'il faisait juste son travail, mais le piège le téléporte aussi avec tout le monde. Une fois arrivé dans la nouvelle pièce, Rioner note que c'est plus profond que n'importe quel étage où elle ait jamais été. Pendant ce temps, l'escroc commence à paniquer d'être coincé avec eux, et Lilia se lève pour l'interroger. Son pied frappe la pièce d'or au sol, ce qui déclenche un autre piège qui invoque un étrange ennemi. Alors que l'ennemi brandit son épée, le garçon explique que le piège les a conduits au niveau le plus profond du donjon, qui a l'empereur épée de classe ultime comme boss final. Alors que l'empereur épée les frappe, tout le monde baisse la tête. Lilia est choquée que la frappe ait déchiré les murs du donjon d'une si longue distance, et Errol reste prudent face à son terrifiant adversaire. Il se téléporte soudainement devant lui, et Errol part son attaque. Cependant, le dieu de l'épée le projette quand même contre un mur malgré la parade. Errol est heureux d'avoir appris la compétence Courage. Croyant que cette compétence lui donne une chance de se battre contre un adversaire plus fort, Errol se prépare à tester toute sa force, le regardant agir si calmement devant l'empereur. Les filles sont sous le choc. Soudain, Errol se téléporte aussi devant le monstre et le repousse avec une attaque. En réponse, le monstre déchaîne un champ de gravité qui retient les autres, tandis qu'Errol reste debout sous sa pression. Se souvenant de l'entraînement de sa mère, il se rappelle à quel point son champ de gravité était brutal. Heureusement, elle lui a appris à traverser le champ de gravité, mais non sans lui avoir fait goûter pleinement la technique sur son propre corps. Errol décide de faire étalage de ses talents en ramassant la pièce d'or et en la tranchant devant l'empereur. Avant de sauter pour le coup final, il utilise la compétence spéciale Rupture Infinie, qui détruit l'armure et étourdit tout le monde. Après la bataille, Errol prend une gorgée rapide d'eau bénite, et Rioner lui demande comment il connaissait les techniques de l'empereur épée. Errol explique que sa mère est en fait elle-même une empereur épée, mais elle prétend être une princesse épée pour éviter toute attention inutile. Rioner pense qu'elle ne l'aurait jamais défiée avec le passé terrifiant de sa mère, mais Errol est content d'avoir pu la combattre car elle a mené à son entraînement et à sa croissance. Une fois leur discussion terminée, un portail s'ouvre pour sortir du donjon. Alors que le groupe commence à partir, le garçon escroque est surpris qu'il ne l'ait pas battu pour se venger. Lilia lui dit que puisque Errol est heureux, elle lui épargnera la vie cette fois. De retour en ville, Rod réfléchit aux paroles d'Errol dans une taverne. À proximité, un groupe d'escrocs se vante de la mission facile dans le donjon, se moquant de leur ami stupide pour s'être fait téléporter. L'un d'eux dit que la croque du dragon sera finie après cette défaite. Rod demande au groupe ce qui s'est passé. Le chef du groupe traite Rod comme un vieil ivrogne. Alors ils brisent calmement leur table et redemandent. Heureusement pour les minables, George arrête Rod avant qu'il ne puisse les démolir. Rod le soupçonne d'avoir organisé le piège, mais George fait l'innocent. Il dit à Rod que le groupe de Lilia est tombé sur un piège caché, qui les a téléportés dans une zone dangereuse. Furieux, Rod charge George, le maudissant de lui avoir enlevé son bras et sa fille. Cependant, juste à ce moment-là, il entend la voix joyeuse de Lilia depuis l'entrée alors qu'elle vient faire la fête avec ses amis, soulagée de la voir saine et sauve. Rod la serre rapidement dans ses bras, tandis que George est sans voix que les enfants aient survécu. Errol lui dit qu'il a vaincu l'empereur épée, et Lilia explique que le garçon que George avait engagé a fini par le démasquer pour avoir organisé ce piège. George pense que c'est la faute des enfants d'avoir été imprudents dans le donjon, et Errol est d'accord avec son idée. Alors qu'il commence à partir, Rod lui dit qu'il se vengera, mais George se moque de lui pour être un ivrogne inutile. Cependant, une fois de retour dans sa chambre, il pique une crise de colère comme un enfant vexé. Repensant au roi des doubles épées et à la princesse épée, George se sent frustré car il le surpasse toujours. Avec un monstre comme Errol dans les rangs de la croque du dragon, George pense qu'il n'aura jamais la chance d'être le plus fort de sa vie. Voyant son fort ressentiment, une épée maléfique l'interpelle, lui offrant de l'aider à se venger pour un prix. Quelques jours plus tard, à la guilde de la croque du dragon, Lilia soupire de frustration. Rioner se demande ce qui ne va pas. Alors Lilia explique que les matchs préliminaires du tournoi du roi des épées sont sortis et qu'elle est tombée dans la même poule qu'Errol, sachant qu'Errol l'anéantirait. Lilia pense qu'il n'y a aucun moyen qu'elle puisse se qualifier maintenant. Bientôt, Errol entre aussi dans la pièce
et Ryanner explique que seul le vainqueur de chaque match peut avancer en demi-finale. Voyant Lilia si déprimée, il la réconforte en disant qu'elle n'aurait de toute façon pas pu atteindre les finales. En regardant son propre match, Ryanner se sent soulagé de ne pas être dans le même groupe qu'Errol. Il hoche la tête, pensant que c'est une excellente chance pour elle d'atteindre les finales et d'impressionner son papa. Heureuse de se montrer, Ryanner commence à sourire, mais gênée d'avoir appelé son père papa au lieu de père. Pendant ce temps, Lilia décide de ne pas encore abandonner et dit à tout le monde de s'entraîner avec elle au donjon. Errol lui demande pourquoi il doit y aller, alors elle lui dit qu'il gérera toutes les situations dangereuses. Avant qu'elle ne puisse partir, son père entre et la prévient d'être prudente car George pourrait tenter un autre coup. Après lui avoir dit de revenir si quelque chose tourne mal, il se sent gêné d'agir comme un père maintenant, mais dit qu'il a cessé d'être un ivrogne et revient en tant qu'épéiste. Une fois l'heure de la Coupe du Roi des épées venue, les matchs préliminaires commencent. Après son match, Lilia soupire, ayant déjà perdu. Errol lui dit qu'elle n'aurait pas pu se qualifier même s'il n'avait pas été là. Elle admet qu'elle est nulle, et Errol pense que c'est dommage qu'il n'ait pas pu la combattre. En entendant cela, Lilia pense qu'il n'y a aucun moyen qu'il ait réellement voulu la combattre. Et elle lui dit d'être prudent lors de son dernier tour. Errol se demande pourquoi il doit être si prudent puisqu'il a déjà vu les compétences d'épéiste les plus puissantes dans le donjon. Cependant, Lilia révèle que son adversaire possède de nombreuses compétences uniques. Elle a la classe d'épéiste magique et peut enchanter son épée avec de la magie pendant le combat. Cela déroute Errol, qui souligne que le tournoi est pour les épéistes. Elle explique que n'importe qui peut participer au tournoi tant qu'il appartient à une guilde d'épéistes, tout comme Errol, qui est sans classe. Errol comprend enfin et part combattre son adversaire. Une fois sur le ring, la femme dit à Errol de ne pas se plaindre de sa classe d'épéiste magique s'il finit par perdre le match. Après qu'il lui ait dit qu'il n'y aurait pas de problème, tous deux se préparent à combattre. L'annonceur lance le match et elle commence immédiatement à lancer des boules de feu sur Errol. Il esquive et bloque chacune des boules de feu avant de courir pour se rapprocher de son adversaire. Une fois qu'Errol s'approche, elle bloque ses attaques avec sa propre épée et le repousse avec une boule de feu. Il note que les attaques à longue et courte portée accordées par la classe magique sont très pratiques, mais la fille manque des compétences avancées des utilisateurs de magie ou des épéistes, car il est difficile de maîtriser deux classes à la fois. Après avoir été démasquée, la fille se sent offensée et utilise sa magie pour améliorer son épée. Voyant son épée enflammée, Errol est surpris, et la fille déclare qu'elle utilise la compétence la plus puissante pour les épéistes magiques. Elle le frappe avec une lame de feu, ce qui crée un mur de flammes dans sa direction. Alors qu'Errol évite les attaques, la fille rit, pensant qu'elle a le dessus. Tout en continuant à esquiver les attaques, Errol admet que l'épée ardente peut être une attaque très puissante si elle est maîtrisée correctement. La fille est d'accord avec lui, mais il lui dit qu'elle est toujours assez nulle pour utiliser ses pouvoirs. Errol continue de bloquer ses attaques en restant complètement immobile, disant qu'elle n'est même pas une meilleure épéiste que la pathétique Lilia. Puis, Errol déchaîne une attaque à double tranchant qui souffle un vent violent éteignant la flamme de la fille. Après l'avoir désarmée, il utilise la compétence Blink Dash pour se téléporter juste derrière elle et l'assommer. Ayant facilement éliminé son adversaire, Errol la remercie de lui avoir montré une nouvelle compétence, tandis que l'annonceur déclare sa victoire. Avant de quitter l'arène, Errol se demande si un gars sans classe comme lui peut aussi utiliser la magie. Quelques jours plus tard, à la croque du dragon, Lilia dit à son père d'encourager Errol en finale. Il refuse toujours d'y aller, alors elle se demande s'il a peur de voir George à l'arène. Embarrassé, Rod dit que ce n'est pas vrai, et explique qu'après avoir essayé d'utiliser une épée à nouveau, il a réalisé à quel point il était rouillé. Il ne se sent pas à l'aise d'assister au tournoi quand il pense qu'il ne peut même pas gagner les finales. Mais Lilia est offensée car quelqu'un comme elle ne rêverait même pas de se qualifier. Puis, alors qu'elle continue de le forcer à y aller, Rod se lève enfin. Alors qu'il marche vers l'arène, Lilia pense que Rod se serait faufilé pour regarder le tournoi plus tard. De toute façon, il se demande pourquoi elle pense cela. Alors elle lui rappelle toutes les fois où il a encouragé Rionner pendant son entraînement. Puisque Rod aime voir les membres de sa guilde devenir plus forts, il n'y a aucun moyen qu'il manque ça. Quand Rionner est en finale, voyant à quel point sa fille est devenue intelligente, Rod sourit disant qu'elle est comme sa mère. Pendant ce temps, à l'arène, les jambes de Rionner tremblent d'anxiété. Soudain, Errol surgit de nulle part et lui dit de se détendre, ce qui l'embarrasse encore plus. Il se demande pourquoi elle est si nerveuse. Alors Rionner explique que c'est le plus grand tournoi de la ville et qu'elle ne saura même pas qui elle affronte avant d'entrer sur le ring. Errol pense qu'elle est nerveuse à l'idée de le combattre, mais Rionner le nie rapidement. Bientôt, l'annonceur crie que le premier match est sur le point de commencer entre le champion actuel, George, et Errol. Entendant son propre nom, Errol commence à partir, mais Rionner lui attrape la main.
Malgré sa confusion, elle lui dit d'être prudent, et Errol sourit avant de partir. Quand il entre dans l'arène, il entend Lilia l'encourager dans le public. Alors qu'elle lui dit de détruire ce salaud de George, Errol est choqué de voir George apparaître, transformé en créature démoniaque. Sentant l'aura démoniaque de George, Lilia se demande ce qui lui est arrivé, et Rod remarque une étrange épée dans ses mains. Il avertit rapidement Errol de s'éloigner de lui, disant qu'il utilise l'épée la plus puissante. Confuse, Lilia demande ce qu'il y a de spécial avec l'épée, alors Rod révèle que l'épée scelle un puissant démon. Surpris que quelqu'un connaisse ses origines, le démon George se demande si Rod vient du palais royal. Puisque George ne se souvient pas de lui, Rod pense que le démon a complètement pris le contrôle de son esprit. Il se souvient qu'après que le dieu de l'épée originale ait tué tant de démons avec son épée, elle a absorbé leurs ressentiments et s'est transformée en une arme maléfique. Cependant, l'épée était scellée dans le trésor royal, et le démon rit que quelqu'un de stupide l'ait décellée. Puisque la précédente famille royale est morte il y a des siècles, le démon pense qu'il est libre de semer le chaos comme il l'entend. Heureux d'avoir enfin obtenu la liberté après des siècles d'attente patiente, le démon annonce que son nom est Dua Gelda. Rione est surprise par son nom et Errol demande qui est ce type. Elle est agacée qu'il n'ait jamais fait attention en cours d'histoire et explique que Dua Gelda est un démon qui a invoqué un pouvoir maléfique du royaume supérieur. Alors que le reste du public réalise qu'il a affaire à Dua Gelda, tous sont terrifiés, car le démon était capable de détruire des villes entières selon la légende. Craignant pour leur vie, tous les spectateurs fuient l'arène, tandis que Dua Gelda se sent fier de provoquer une telle peur, une terreur si profonde. Cependant, il ne se sent pas encore pleinement satisfait, et crée une formation sombre qui libère une aura maléfique très dense. L'aura s'intensifie, obscurcit le ciel, et érige une barrière autour des portes de l'arène, empêchant ainsi toute évasion. Rod se demande si le démon a l'intention de les anéantir tous, pendant que Dua Gelda se prépare à savourer un charmant massacre. Cependant, Errol se prépare à l'affronter, surprenant le démon par son courage inattendu. Errol lui dit avec assurance qu'il peut le vaincre, puisque le démon fut jadis défait par un dieu de l'épée. Dua Gelda rit, pensant qu'il n'y a de toute façon plus aucun dieu de l'épée en ce monde. Cependant, Errol révèle à Dua Gelda que sa mère est elle-même une déesse de l'épée, mais qu'il peut vaincre ce pitoyable démon par lui-même, de toute façon. Dua Gelda pense qu'Errol est juste délirant, mais est choqué quand il attaque avec une vitesse fulgurante. Réalisant qu'Errol vient d'utiliser une compétence de dieu de l'épée, le démon prend peur. Tandis qu'Errol commence à tourner autour de lui, il sourit soudainement, lui rappelant qu'il est aussi dans le corps d'un épéiste très puissant, un guerrier redoutable. Dua Gelda bondit, surprenant Errol par sa vitesse fulgurante et le met à terre d'un coup puissant. Le démon pense avoir gagné. Mais quand la fumée se dissipe, il est choqué de voir Errol complètement indemne, sans la moindre égratignure. Errol explique qu'il a survécu à l'attaque grâce à sa compétence Guts. Et Dua Gelda tente d'attaquer à nouveau. Errol bloque l'assaut et utilise la compétence Infinity Break. Cette technique crée de multiples clones d'Errol qui s'acharnent sur Dua Gelda, le repoussant avec une myriade de coups d'épée. Après avoir été humilié, Dua Gelda admet qu'Errol est un véritable dieu de l'épée, mais Errol révèle qu'il est en fait sans classe et renvoie le démon au loin. Après que Dua Gelda atterrisse au sol, inconscient, Errol tente de l'approcher pour voir s'il est bien vaincu. Il est confiant que le démon ne peut plus le blesser avec de si lourdes blessures, tandis que le public est choqué qu'une personne aussi forte que Errol existe encore dans leur monde. Alors qu'Errol laisse Dua Gelda à terre, le démon décide de lui échapper pour éviter d'être scellé à nouveau, sachant qu'il ne peut s'enfuir qu'en possédant quelqu'un d'autre. Il cherche dans la foule et décide de contrôler Rod, car il est le plus puissant après Errol. Non loin de là, alors que Lilia célèbre la victoire d'Errol, Rioner se demande si le tournoi va encore continuer ou s'il est terminé. Soudain, l'épée dans les mains de George se libère d'elle-même avant de se lancer vers Rioner. Errol la protège rapidement, mais l'épée se dirige plutôt vers Lilia. Rod se précipite alors pour sauver sa fille bien-aimée. Mais quand la fumée se dissipe, il pointe une épée sur sa gorge possédée par Dua Gelda. Dua Gelda ordonne à Lilia de se lever, et Errol réalise que cette épée maléfique est en fait le véritable corps du démon, son essence même. Dua Gelda rit, disant qu'il est trop tard pour le comprendre maintenant, mais Errol pense qu'il peut simplement le vaincre à nouveau. Cependant, le démon le prévient qu'il tuera sa femme s'il attaque, ce qui laisse Errol complètement perplexe. Il dit à Dua Gelda qu'il n'y a aucune chance qu'il épouse une écervelée sans talent comme Lilia, mais le démon pense que Errol ment, car les souvenirs de Rod montrent que Lilia est fiancée à lui, c'est une certitude. Au lieu de craindre pour sa vie, Lilia est terrifiée qu'Errol la détruise pour avoir menti. Réalisant qu'elle a menti à son père au sujet de ses fiançailles, Errol décide de l'achever en même temps que Dua Gelda, sans hésitation. Le démon demande s'il est vraiment d'accord pour blesser son ami, mais Errol répond qu'il n'aurait pas dû prendre quelqu'un d'aussi insignifiant en otage. Cet échange gênant laisse le démon sans voix,
et Lilia avoue finalement qu'elle a inventé toute l'histoire des fiançailles, de A à Z. Tandis que Rhiannon se sent mal pour Lilia, Errol lui dit qu'il n'y a de toute façon aucun moyen que Duagelda puisse la blesser. Le démon accepte son défi et tente de faire du mal à Lilia, mais se retrouve incapable de bouger la main de Rod, c'est impossible. Luttant pour reprendre le contrôle de son esprit, Rod dépose l'épée, tandis que Lilia court vers Rainer. Errol souligne que même après avoir été possédé, le corps de Rod ne s'est jamais transformé en démon, donc Duagelda n'a pas pu le contrôler correctement, comme il l'aurait voulu. Duagelda demande à Rod pourquoi il ne veut pas de ses pouvoirs démoniaques, alors il explique que par le passé, il aurait pu être accepté son offre. Cependant, parce que Errol lui a montré les résultats de l'entraînement, Rod pense qu'il peut retrouver sa gloire passée sans l'aide de personne, par ses propres moyens. Il lance l'épée démoniaque à Errol, qui la tranche en d'innombrables morceaux. Duagelda étant complètement vaincu, l'obscurité qui entourait l'arène disparaît enfin, et Errol réalise qu'il vient de terrasser un démon ancien, une créature millénaire. Après la victoire de la Croque du Dragon au tournoi, des dizaines de nouveaux épéistes rejoignent la guilde. Motivé à reprendre l'escrime, Rod entraîne ses jeunes compagnons sur le terrain d'entraînement de la guilde, avec beaucoup de zèle. Cependant, il est bien trop fort et les humilie tous en un instant. Alors que les apprentis s'enfuient, Lilia demande à l'un d'eux pourquoi il s'échappe. Le garçon souligne que son père est bien trop strict en tant que professeur, un vrai tyran. Elle hoche la tête en signe d'accord. Lilia sourit, heureuse que leur vieille guilde en décrépitude ait enfin retrouvé une nouvelle vie après qu'Errol les ait menés à la victoire. À la mention d'Errol, l'apprenti lui demande où il est parti, où il est allé. Avec un visage gêné, elle lui dit qu'Errol a déjà quitté la guilde. En pensant à Errol, elle se met à pleurer et se souvient que Rhiannon est également parti pour le suivre dans son voyage, son périple. Pendant ce temps, Errol est dans la même calèche, rentrant chez lui, celle qu'il avait utilisée pour arriver à Brescia. Le cocher lui demande pourquoi il part déjà sans profiter de sa renommée de champion, de sa gloire. En réponse, Errol dit qu'il n'y avait plus rien à apprendre dans la ville puisqu'il avait déjà tout maîtrisé. Le cocher est d'accord, mais se souvient qu'il se dirige vers une campagne encore plus ennuyeuse, un endroit sans intérêt. Alors qu'il demande à Errol s'il compte rentrer chez lui, celui-ci hoche la tête. Cependant, Errol veut aussi tester ses compétences à l'épée chez lui, pensant qu'il peut enfin battre sa mère. Le cocher rit, voyant à quel point il craint sa propre mère, une figure imposante. De retour à la maison, Farah cueille des roses pour accueillir son fils. Quand elle réalise qu'il se tient derrière elle, Errol dit qu'il cachait sa présence et Fer admet qu'elle ne l'a détecté que lorsqu'il s'est approché, à quelques pas d'elle. Quand il révèle qu'il a gagné la coupe du dieu de l'épée, sa mère sourit en signe de louange. Soudain, elle se téléporte juste devant son visage avant même qu'il ne puisse réagir. Stupéfait, Errol réalise qu'il aurait été transformé en brochette si sa mère avait tenu une épée à la place. Sachant que son fils veut la défier, la provoquer, Farah lui dit de venir au sol. Une fois sur le terrain d'entraînement, les deux épéistes lèvent leurs épées pour le duel. Et Fer dit à Errol qu'elle est impatiente de voir à quel point il est devenu fort, à quel point il a progressé. Errol lui dit de rire tant qu'elle le peut, car il va la vaincre aujourd'hui. En réponse, elle se précipite sur lui à la vitesse de l'éclair, mais il parvient à bloquer ses premières frappes. En parant son attaque, Errol remarque que cela l'aurait vaincu si elle n'avait pas utilisé le même mouvement dans le jardin plus tôt, un détail crucial. Après avoir reculé de la parade, il déchaîne quelques frappes rapides, mais sa mère les bloque toutes. Fer félicite Errol d'avoir combiné les compétences tranche d'air divine et double tranche, mais il lui demande quelle compétence elle a utilisée pour bloquer son attaque. Avec tant d'aisance, elle révèle qu'elle a juste balancé son épée à l'ancienne, ce qui le laisse complètement sans voix. Fer lui dit qu'il l'a inspiré à combattre sans compétence et Errol sourit avant d'attaquer à nouveau, avec une détermination renouvelée. Alors qu'ils s'affrontent violemment, tout le village entend le cliquetis de leurs épées. Alors qu'il pense que c'est un monstre effrayant, Errol saute dans le ciel, utilisant des compétences encore plus puissantes pour défier sa mère, pour la provoquer. Elle utilise un sort de liaison pour le faire descendre, mais Errol le bloque. Voyant qu'il est assez fort pour tenir tête, Fer décide de libérer toute sa puissance. Finalement, tous deux utilisent la compétence Infinity Break, s'affrontant de front avec leur mouvement le plus puissant, leur ultime technique. Un peu plus tard, Rhiannon se rend chez Errol après l'avoir cherché dans tout le village. Quand elle frappe à la porte, sa petite sœur, nommée Mira, sort. Rhiannon demande à voir Errol, mais Mira est trop jalouse pour laisser une fille voir son frère, c'est impensable pour elle. Après avoir dit à Rhiannon qu'elle ne laisserait pas une vache rencontrer son frère, Mira essaie de fermer la porte. Alors que Rhiannon l'arrête pour négocier, Fer et Errol reviennent de leur duel. Mira saute joyeusement dans les bras de son frère et Rainier remarque à quel point ils se ressemblent, c'est frappant. Mira remarque qu'Errol et Fer sont amochés, alors il explique qu'ils venaient de se battre en duel. Curieuse, Mira demande qui a gagné et apprend qu'Errol l'a emporté finalement. Cependant, Errol pense qu'il n'a surpassé sa mère que parce que sa force n'est plus à son apogée, à son meilleur niveau. Alors qu'il se sent déçu par cette victoire, Fer plaisante en disant qu'elle est encore jeune, puis elle se demande pourquoi une jolie jeune femme cherche son fils et invite Rhiannon à prendre le thé. Une fois à l'intérieur, Fer va droit au but, elle demande à Rhiannon comment elle est tombée amoureuse de son fils, ce qui rend Rhiannon complètement déconcertée, très gênée.
Tandis que Mira est jalouse, Errol explique qu'il a vécu à Brestia avec Ryaner. Cette information donne à faire toutes sortes d'idées peu reluisantes, alors Ryaner est embarrassé et explique qu'ils n'étaient que des compagnons de guilde, rien de plus. Ensuite, Errol demande à Ryaner pourquoi elle est venue chez lui, alors elle lui dit que c'était impoli de quitter la guilde si soudainement. Il souligne qu'il a rempli le formulaire de démission officielle, mais Ryaner pense toujours qu'il aurait dû dire au revoir avant de partir, c'est la moindre des choses. Cependant, Errol ne se soucie pas des relations, car il est uniquement concentré sur l'escrime, ce qui la laisse sans voix. Pendant ce temps, Farah est heureuse qu'une fille ait voyagé jusqu'à leur village juste pour son fils, c'est une belle preuve d'affection. Ryaner dit à Farah qu'elle vit aussi dans ce village, mais ce n'est pas la seule raison de sa venue. Elle veut que Farah la prenne comme disciple. Avant qu'ils ne puissent discuter d'autre chose, le capitaine Evans se précipite à leur porte avec urgence. Il fait irruption et explique que quelque chose de grave s'est produit dans la forêt voisine. De nombreux arbres ont été abattus et le sol est gravement endommagé. Farah se sent coupable car elle a causé ce désordre avec Errol pendant leur duel, c'est sa faute. Cependant, Farah dit calmement à Evans qu'elle vient de vaincre un monstre. Alors il se calme enfin. Alors qu'il pense à retourner et à dire aux villageois qu'ils sont en sécurité, il remarque soudainement sa propre fille. À sa grande surprise, Farah est surprise que Rihanna soit en fait la fille d'Evans, tandis qu'il se demande ce qu'elle fait chez elle. Farah dit rapidement à Evans que sa fille veut s'entraîner auprès d'elle pour devenir une bonne épouse, une femme accomplie. Submergée par le fait que sa fille ait grandi, Evans se met à pleurer, tandis que Ryaner dit à Farah qu'elle voulait juste s'entraîner. Farah est confuse, car elle pensait que l'entraînement était pour les tâches ménagères. Alors Ryaner lui dit qu'elle voulait en fait apprendre l'escrime, l'art du sabre. Malgré tout, Farah poursuit sur sa lancée et propose de lui enseigner à la fois les tâches ménagères et l'escrime, et Evans accepte. Ryaner est stupéfaite lorsque son père révèle qu'il a toujours voulu que sa fille devienne une femme accomplie après le décès de sa femme, une dame distinguée. Le voyant la pousser au mariage, Ryaner se sent mal que l'on ignore ses propres rêves. Après le départ d'Evans, Errol rend visite à son père dans son bureau. Il demande quel genre de magie Léo recherche et Léo explique que c'est un puissant coup de grâce, une technique ultime. Ensuite, Léo range sa magie et demande à Errol pourquoi Mira criait dehors pensant que son fils avait enfin trouvé une petite amie. Errol hoche la tête. Cependant, Errol lui dit qu'il n'est pas là pour discuter de romance, de ses futilités. Il dit à Léo qu'il vient de vaincre sa mère dans un combat à l'épée et Léo le félicite. Puis, Léo devient sérieux car il sait ce qu'Errol va demander. Comme prévu, Errol demande à son père s'il peut lui enseigner la magie ensuite, mais son père refuse disant que c'est impossible, absolument. Pendant ce temps, dans la cuisine, Farah commence à former Ryaner à devenir une femme au foyer, avec un gros chou devant elle. Ryaner tient un couteau comme si elle était sur le point de combattre le plus fort ennemi de sa vie, un adversaire redoutable. La voyant manier le couteau comme une épée, Farah réalise que la jeune fille n'est pas faite pour les tâches ménagères. Alors que Ryaner abat le couteau, elle coupe avec succès le chou. Cependant, elle coupe aussi la table en dessous en deux, brisant la pauvre tasse de Mira par la même occasion, un désastre. Farah se demande si Ryaner n'a jamais cuisiné à la guilde, alors elle explique qu'ils avaient un cuisinier pour les aider, sachant qu'elle a un long chemin devant elle. Fer se résout à corriger les compétences ménagères pathétiques de Ryaner, à les améliorer. Se sentant embarrassée, Ryaner dit qu'elle devrait juste se concentrer sur l'escrime, mais Fer refuse catégoriquement. Elle affirme qu'un épéiste ne peut devenir fort qu'une fois qu'il a maîtrisé son esprit et son corps sous tous les aspects, sans exception. Afin d'y parvenir, Fer dit à Ryaner de maîtriser les compétences de vie de base, alors elle accepte finalement. Alors que Fer est heureuse d'avoir une autre fille à élever, Ryaner se demande où se trouve la sœur aînée d'Errol, son aînée. À la mention de leur sœur aînée, Mira explique qu'elle a quitté la maison après avoir juré de rendre le monde meilleur pour les personnes sans classe. Ryaner pense qu'elle œuvre pour une noble cause, mais Errol n'a vraiment besoin de l'aide de personne, il est autonome. Un peu plus tard, après avoir réparé la table que Ryaner avait cassée, Errol demande à son père de lui montrer un peu de magie. Il se lève et répare la tasse de Mira avec de la magie avant de dire à Errol de l'aider à ranger ses outils, ses instruments. Pendant qu'ils rangent les outils ensemble, Léo dit à Errol d'abandonner la magie une fois de plus. Il explique que la magie nécessite un talent spécial appelé énergie magique, qui manque à la plupart des gens, c'est une rareté. Léo pense qu'il est inouï qu'une personne sans classe possède du mana. Errol lui rappelle qu'il vient de gagner un tournoi d'épée sans avoir de classe. Alors il admet que son fils peut faire l'impossible. C'est une évidence. Cependant, Léo lui dit que malgré son incroyable dévouement, il ne peut pas maîtriser la magie avec le seul travail acharné. Il explique qu'un manque de mana, c'est comme manquer les membres pour utiliser la magie, c'est une lacune fondamentale. Errol hoche la tête en signe de compréhension, mais pense qu'il a bien de l'énergie magique. Léo secoue la tête, disant que s'il avait du mana, il aurait reçu la classe de magicien. Malgré cela, Errol est confiant d'avoir de la magie, il en est certain. Il explique qu'il a découvert cette énergie lorsque Ryaner le battait à la croque du dragon. Léo s'inquiète que son fils soit victime de violences domestiques, mais Errol le rassure en disant que c'était consensuel, une sorte d'entraînement. Tandis que Léo s'inquiète encore plus,
Errol révèle que pendant son entraînement pour obtenir sa compétence Guts, il consommait des tonnes d'eau bénite pour récupérer. Lilia en a eu marre qu'il vide le budget de la guilde, alors elle a procuré des potions magiques à la place, des substituts. Rionra se demandait si les potions étaient périmées, mais Lilia pensait qu'il pouvait aussi s'agir de vieilles bouteilles d'eau bénite. Errol a bu les bouteilles quand même, pensant que des médicaments périmés seraient un bon entraînement pour ses organes internes, une sorte de défi. Cependant, il explique qu'après avoir bu les potions, il a senti une certaine énergie revenir dans son corps. Errol dit que cette énergie était différente de la bénédiction de protection. Donc cela aurait pu être de l'énergie magique à la place, une force nouvelle. En entendant cela, Léo se sent enfin plein d'espoir que son fils puisse apprendre la magie. Il admet qu'il était un peu jaloux que sa femme soit la seule à avoir pu entraîner Errol, mais maintenant qu'il peut lui enseigner la magie, il se sent heureux, vraiment comblé. Prêt à commencer l'entraînement, il demande à Errol s'il peut sentir le mana dans son corps. Errol hoche la tête, alors Léo lui demande s'il peut le déplacer. Tandis qu'Errol se concentre, Léo lui dit de focaliser le mana sur ses paumes avec toute son attention. Après un moment de concentration intense, Errol fait apparaître une lueur d'énergie brillante sur ses paumes. Voyant cette tentative réussie, Léo est fou de joie, mais Errol se demande ce qu'il vient de faire, ce qu'il a accompli. Alors que Léo lui dit qu'il vient d'utiliser le mana pour la toute première fois, Errol tombe en arrière, épuisé. Errol est déçu que son énergie soit si faible, et Léo confirme qu'il n'est même pas encore au niveau d'un enfant sorcier, d'un apprenti. Cependant, il dit à Errol qu'il peut augmenter son mana en pratiquant encore et encore. Errol est soulagé de pouvoir enfin s'entraîner, car il est doué pour le travail acharné, mais il s'évanouit bientôt d'épuisement, complètement vidé. En regardant son fils, Léo est heureux qu'Errol n'ait pas abandonné malgré ses avertissements. Tout en versant des larmes, il est fier de son fils, qui lui a montré que l'impossible est possible, que tout est réalisable. Après s'être réveillé, Errol se rend dans un magasin pour acheter des potions de mana. La vendeuse se demande pourquoi il achète tout son stock, pensant que les potions sont pour Léo. Cependant, Errol lui dit qu'il utilise les potions pour lui-même, pour sa propre consommation. Une fois qu'il a les potions, il commence à les boire comme des sodas tout en s'entraînant chaque jour. Après 6 mois d'entraînement intensif, Errol rassemble enfin assez d'énergie magique pour lancer les sorts les plus faibles, les plus basiques. Léo le félicite pour son succès, mais explique qu'il ne peut pas encore utiliser la magie. Il donne à Errol un morceau de papier contenant d'étranges symboles, ce qui le laisse perplexe. Léo révèle que le papier s'appelle un Maguscript, et qu'en plus d'avoir du mana, les magiciens doivent aussi apprendre le langage magique pour lancer des sorts, c'est essentiel. Ensuite, Léo dit à Errol qu'après avoir appris une compétence magique, l'incantation requise apparaîtra automatiquement dans son esprit. Errol pense que c'est fastidieux de créer tout le sort à chaque lancement, à chaque fois qu'il l'utilise, et Léo est d'accord. Pour l'aider à démarrer son voyage magique, il suggère d'étudier à l'école de magie de la ville. Voyant l'intérêt d'Errol pour l'apprentissage, Léo propose de l'entraîner pour l'examen d'entrée de l'école, de le préparer. Plus tard, au déjeuner, Mira loue la délicieuse cuisine de sa mère. Rhianner accepte le compliment, mais Mira réalise vite que c'était en fait sa propre cuisine. Jalouse, Mira retire son compliment, le renie aussitôt. Tandis qu'Errol loue aussi la nourriture, Farah pense que Rhianner a beaucoup progressé en cuisine et en escrime, et Errol remarque à quel point elle l'apprécie. Léo intervient également, disant que Rhianner est une fille belle et travailleuse, une jeune femme admirable. Cependant, cela met Farah en colère, alors il explique qu'il ne le pensait pas de cette façon. Pour remonter le moral de sa femme, Léo crée une belle forme de cœur juste pour elle, qui explose en vifs oiseaux de feu, un spectacle magnifique. En regardant les oiseaux lumineux danser, Errol se sent encore plus excité à l'idée d'entrer dans le monde de la magie. Après 3 ans d'entraînement intense de femme au foyer, Rionner présente nerveusement une tasse de thé à Farah, le cœur battant. Tandis qu'elle observe, Farah porte la tasse à sa bouche avant de louer sa cuisine. Soulagée, Rhianner remercie Farah pour tous ses conseils durant ces années. Mais soudain, elles entendent Mira sangloter bruyamment. À fendre l'âme, alors qu'elle entre dans la cuisine en pleurant, Mira révèle qu'Errol a quitté la maison avec une lettre dans son lit. Rionner prend la lettre et découvre que Errol est parti pour la Cité de la Magie, sans autre explication, sans un mot de plus. Tandis que Mira pleure parce que son frère est parti chercher du lait, Rionner se sent coupable, car elle a déjà fait la même chose par le passé. Soudain, Fer la serre dans ses bras, la prévenant de ne pas les quitter comme son fils si froid, si distant. Rhianner la rassure en disant qu'elle ne s'en ira pas, et Fer se demande pourquoi ses enfants sont devenus ainsi. Bientôt, le coupable entre dans la pièce, se frottant paresseusement les yeux. Farah soupire, pensant que tout ira bien tant que ses enfants resteront en sécurité, à l'abri. Pendant ce temps, Errol est dans une calèche, en route pour la Cité de la Magie. Il demande au cocher combien de temps cela prendra, et apprend qu'il leur reste encore 3 jours de voyage. Le cocher demande à Errol pourquoi il saute toujours d'une grande ville à l'autre, et les passagers s'intéressent aussi à lui, curieux. Les enfants demandent si Errol se dirige vers l'école de magie comme eux, alors Errol hoche la tête. Un garçon nommé Kaito se demande pourquoi Errol postule à un âge si avancé, et son ami Kyufa suppose qu'il tente juste l'examen d'entrée à nouveau après l'avoir raté de nombreuses fois, sans succès. Elle dit à Kaido de ne pas faire sentir mal Errol.
mais Kaido lui répond qu'elle vient de le rabaisser pour avoir échoué de toute façon. Pendant qu'ils commencent à se disputer, l'autre fille, Colette, essaie de les calmer, de les apaiser. Dans leur rage, ils l'ignorent complètement, et Errol remarque que tous les trois sont des sorciers. Voyant leur jeune âge, ils réalisent que les enfants doivent juste avoir reçu leur classe de sorciers, leur nouvelle vocation. Ensuite, Kaido dit à Errol qu'il utilise la magie rouge, puis lui demande curieusement quel type de magie Errol utilise. En pensant à sa compétence, Errol se souvient avoir appris de son père que la magie est divisée en couleurs selon les éléments qu'un sorcier emploie, qu'il maîtrise. Cependant, comme Errol n'avait pas reçu de classe de magie pour une couleur spécifique, Léo lui a dit d'essayer d'utiliser tous les éléments magiques. Se souvenant de son expérience, Errol explique aux enfants qu'il est un touche-à-tout, sans classe définie, un véritable couteau suisse de la magie. Kufa rit car elle pense qu'un sans classe ne peut absolument pas fréquenter une école de magie. Furieux de cette blague, Kaido dit à Errol d'arrêter de mentir, mais celui-ci lui assure que c'est la pure vérité. Finalement, Errol leur montre sa carte de classe qui prouve qu'il est bel et bien sans classe. Voyant cela, Kaido commence à se moquer d'Errol, qui essaie d'apprendre la magie sans aucune classe. Errol soupire, lasse. Ayant déjà entendu de telles railleries 1 milliard de fois, soudain une créature rugit bruyamment depuis la forêt, effrayant les chevaux du carrosse et les faisant paniquer. Les enfants s'inquiètent énormément du bruit, alors Errol explique que c'est le son terrifiant d'un roi troll. Terrifié par cette puissante bête, Kaito dit au conducteur de les faire sortir de la forêt au plus vite, mais celui-ci lui répond que les chevaux sont bien trop effrayés pour bouger d'un pouce. Colette pense qu'ils vont tous mourir, c'est la fin, mais Kufur lui rappelle que les trolls ne sont que des créatures lentes, pas si redoutables. Kaito est d'accord, pensant qu'ils peuvent facilement éviter ces attaques pour riposter. Avec l'encouragement de son ami, Colette hoche la tête et accepte de se battre courageusement. Bien que les enfants soient prêts à se battre, ils déglutissent toujours nerveusement alors que le roi troll approche lentement. L'hideux monstre montre enfin son visage, et Colette s'accroche rapidement à Kufa, terrifiée. Kaido lui rappelle d'être courageuse, disant que ce n'est pas si grand que ça, facile à gérer. Cependant, alors que le troll s'approche encore, soudain, une massue gigantesque le frappe violemment et le projette dans l'espace lointain. Alors que les enfants regardent avec horreur, le véritable roi troll sort enfin, 10 fois plus grand que le précédent, une vision terrifiante. Finalement, tous les jeunes magiciens abandonnent tout espoir de survie, c'est la fin. Les filles se demandent si elles peuvent essayer de faire quoi que ce soit avec leur magie, mais Kaido sort discrètement du carrosse, tremblant de peur, le visage livide. Il sort sa baguette, déterminé à se battre jusqu'à la mort, coûte que coûte. Après avoir canalisé tout son mana dans la baguette, Kaido déchaîne une puissante boule de feu sur le roi troll. Alors que l'explosion éclate en plein visage du monstre, les filles pensent que ça a vraiment marché. Cependant, il ne fait que rugir de colère, prêt à détruire ces gamins agaçants et insignifiants. Les filles réalisent que Kaido n'a fait que rendre le troll encore plus en colère et il crie désespéré qu'il a déjà utilisé tout son mana, absolument tout. Le roi troll s'approche du carrosse pour attaquer, mais soudain, un sort d'explosion géant et dévastateur vaporise complètement le monstre. Les enfants se demandent qui a bien pu le vaincre. Pendant ce temps, Errol sort du carrosse, pensant qu'il a un peu abusé de son mana. Kaido se demande si c'est lui qui a lancé ce sort, et Kufa souligne que l'explosion est une magie rouge de niveau suprême extrêmement puissante. Choqué, Kaido se souvient aussi que seul un archimage avancé peut utiliser une explosion de cette ampleur. Ensuite, Errol s'approche des chevaux et utilise sa magie de guérison. Les chevaux se relèvent, complètement remis, et le conducteur du carrosse le remercie chaleureusement. Errol demande au conducteur de montrer ses propres compétences la prochaine fois, mais il pense que c'est bien trop de tracas pour lui. À proximité, Kaido s'excuse auprès d'Errol pour son impolitesse antérieure, pensant qu'il est un professeur de magie senior, un maître, et dit que dorénavant il sera son élève dévoué. Errol essaie de lui dire qu'il n'est qu'un simple mage sans classe, mais les enfants pensent qu'il leur cache sa véritable identité, un secret important. Les voyant le regarder avec tant d'insistance, Errol pense qu'il aurait dû simplement utiliser une épée pour éviter tout soupçon. Après que tout le monde se soit calmé et ait retrouvé son calme, le carrosse repart. 3 jours plus tard, ils arrivent enfin à une ville insulaire flottante. En la pointant du doigt, Kaido dit à Errol que c'est la cité de la magie, la magnifique Uelsbel. Surpris par l'architecture incroyable, Errol descend du carrosse avec les enfants. Kaido explique avec enthousiasme que le pont reliant l'île à la forêt est également maintenu en l'air grâce à la magie. Voyant leur ami suivre Errol comme un chien fidèle, Kufa se demande pourquoi Kaido l'adore tant, c'est étrange. Elle pense qu'il a peut-être utilisé une magie d'hypnose pour contrôler Kaido. Entendant leurs doutes, Errol se sent agacé de causer des soupçons partout où il va, c'est vraiment frustrant. Alors qu'ils entrent dans la ville, Kaito demande à Errol s'il va postuler à l'école de magie rouge avec lui comme prévu. Cela surprend Errol, alors Kaito explique que toutes les écoles sont divisées et organisées en fonction de la couleur de leur magie, puisque chaque élément a un langage magique différent pour ses incantations. Toutes les écoles ont des professeurs et des programmes d'études différents. Kufur révèle qu'elle ira à l'école bleue, tandis que Colette se sent très nerveuse à l'idée de postuler à l'école verte, réalisant qu'il lui faut passer un examen d'entrée. Errol prie pour ne pas être rejeté comme il l'a été jadis dans la Cité des Épées. Après s'être séparés des filles, Errol et Kaido se dirigent vers l'école de magie rouge. Alors qu'Errol remet sa demande d'admission, la réceptionniste lui demande s'il a bien saisi toutes ces informations avec la plus grande précision. Il se demande si elle lui demande de vérifier sa classe, pensant qu'elle le rejettera parce qu'il est sans classe, un paria.
Cependant, elle approuve facilement sa candidature, ce qui surprend énormément Errol. Il demande pourquoi l'école ne rejette pas les personnes sans classe. Alors la réceptionniste lui dit qu'il donne une chance équitable à absolument tout le monde. Leur candidature approuvée, Errol se dirige vers la zone d'examen avec Kaido. Après qu'un jeune homme ait lancé un sort de boule de feu, l'examinateur appelle un autre candidat. Il s'avance et révèle fièrement qu'il est déjà un mage avancé, choquant absolument tout le monde avec son talent. Errol se demande si une classe avancée est si importante que ça, alors Kaido lui dit qu'ils sont pratiquement garantis d'avoir une carrière réussie et brillante. Errol hoche la tête, se souvenant que son père a fini à la campagne avec son talent exceptionnel malgré tout. Kaito pense que le garçon est bien trop arrogant, mais Errol lui rappelle qu'il n'est pas vraiment meilleur. Bientôt, le garçon brûle le mannequin d'essai avec un sort d'éruption impressionnant, laissant l'audience complètement stupéfaite. Voyant tout le monde le flatteur, Kaito commence à se vanter de son maître, ce qui agace profondément le garçon. Errol ferme la grande bouche de Kaito, faisant penser au garçon qu'Errol a peur de lui, ce qui est faux. Alors que le garçon se vante d'avoir fait fondre le mannequin métallique, Errol lui dit de le regarder à nouveau, attentivement. Alors qu'il se retourne, il trouve le mannequin intact, à sa grande surprise. L'examinateur explique alors qu'il est fait de mithril puissant, un matériau très résistant, donc les attaques ordinaires ne peuvent absolument pas le faire fondre. Une fois de plus, Kaido commence à railler le jeune mage pour son excès de confiance, mais Errol le fait taire avant de partir pour tenter son propre test, sans plus attendre. Debout devant le mannequin de mithril durable, Errol pense que c'est une bonne occasion de tout donner et de tester pleinement ses capacités. Alors qu'il cherche son sort, l'examinateur est visiblement surpris. Finalement, Errol lance le sort d'éruption, qui ressemble juste à une fine aiguille se déversant sur le mannequin, sans grand effet apparent. Voyant la faible puissance du sort, le garçon commence à rire de Kaido pour ses vantardises. Cependant, le mannequin fond soudainement en une flaque, stupéfiant complètement le jeune homme. Puisque le sort d'éruption n'est pas censé être assez fort pour faire fondre le mithril, le garçon accuse Errol de tricherie pure et simple. Errol explique qu'il a condensé la flamme dans une zone plus petite pour augmenter considérablement l'intensité de sa chaleur, ce qui lui a permis de faire fondre le mithril. Le garçon n'arrive absolument pas à croire cette magie, c'est incroyable. Errol commence à s'éloigner, et Kaito se demande où il se dirige exactement. Errol lui dit qu'il prévoit de passer les examens d'entrée des autres écoles de magie également. Il arrive bientôt à l'école de l'eau où Kufa vient tout juste de passer et réussir ses tests. Elle est surprise de le voir là, c'est inattendu. Alors il lui dit qu'il tentera l'examen, tout comme elle. Bientôt, c'est au tour d'Errol de commencer, et il crée des points de glace solides et acérés qui brisent le mannequin de mithril en 1000 morceaux. Après avoir détruit tous les espoirs et les rêves des autres candidats, il se retourne pour cibler l'école verte. Là, Errol trouve Colette nerveusement recroquevillée dans un coin et lui demande pourquoi elle ne passe pas son examen, c'est étrange. Elle lui dit qu'elle est bien trop nerveuse pour même s'inscrire, disant qu'elle a absolument besoin de soutien moral pour essayer quoi que ce soit. Errol lui dit qu'elle doit passer l'examen toute seule. Alors elle lui demande comment il gère ses nerfs quand il est anxieux. Lui, confus, il répond qu'il n'a jamais ressenti de nervosité de toute sa vie, ce qui laisse Colette complètement choquée. Errol lui demande pourquoi une personne peut se sentir nerveuse. Alors elle lui dit que cela vient de la peur de l'échec, tout simplement. Après avoir réfléchi à ces mots, Errol demande à Colette si elle n'a jamais échoué auparavant, même une seule fois. Elle hoche la tête, disant qu'elle échoue beaucoup, c'est pourquoi elle veut absolument l'éviter. Disant qu'il a aussi échoué de nombreuses fois, Errol se demande pourquoi elle en a si peur. Colette ne comprend pas ces mots, alors il lui rappelle que même si une personne échoue parfois, sa vie ne se termine pas juste là, ce n'est pas la fin. Ces mots simples stupéfient Colette, et elle croit finalement que même si elle échoue, elle peut simplement réessayer plus tard, sans problème. Après s'être calmée, elle remercie Errol pour son aide précieuse. Il sourit et lui demande comment fonctionne l'examen de l'école verte, les modalités. Colette explique que pour réussir, les candidats doivent faire tourner un moulin à vent avec leur magie, c'est le défi. Avec cela en tête, Errol s'inscrit avec elle et entre dans la zone d'examen. Là, il concentre son esprit et déchaîne un sort de tornade sur un moulin à vent. Alors que les vents violents déchirent le pauvre moulin à vent en 1000 morceaux, Errol réalise qu'il n'était pas du tout fait de mithril. L'examinateur dit à Errol qu'il a réussi et demande à Colette de commencer son test. Elle se sent encore plus nerveuse de passer l'examen après la démonstration de compétences insensées d'Errol, mais il lui rappelle de se calmer, de respirer. Finalement, Colette se prépare à passer son propre test et le réussit avec succès. Pendant qu'Errol quitte le lieu, il se dirige vers le reste des écoles de magie, passant tous les examens avec brio, sans aucune difficulté. Au final, Errol se dirige vers l'école de magie noire, surpris par son bâtiment en ruine, presque abandonné. En marchant dans les couloirs, il remarque une étrange créature dans une boîte. Soudain, une femme s'approche de lui, lui demandant s'il a vu son animal de compagnie, Gui, son petit chéri. Errol pointe la boîte, alors elle en sort rapidement une étrange créature. Heureuse d'avoir retrouvé son animal, elle se vante fièrement à Errol que c'est une chimère qu'elle a fabriquée elle-même dans son laboratoire. Soudain, un squelette accueille Errol dans son école, mais il lui tranche la tête par pur instinct. Errol se demande si c'est un monstre mort-vivant, mais le squelette se présente comme une personne normale, appelée Latalia tout simplement. Errol se demande comment elle se promène en squelette, c'est étrange, et demande comment il peut passer l'examen de l'école noire.
Latalia explique que puisque personne ne veut apprendre la magie noire, ils ne passent même pas d'examen d'entrée. Bien qu'Errol soit déconcerté par leur attitude décontractée, il décide de se joindre quand même. Ensuite, il retourne en ville, où Kaido et les filles l'appellent, les enfants se précipitent pour demander quelle école il fréquentera, puis commencent immédiatement à se disputer pour savoir qui aura le droit de le revendiquer. Errol soupire et révèle qu'il prévoit de fréquenter toutes les écoles en même temps, sans exception. Kaito pense que fréquenter 3 écoles à la fois est déjà impossible, mais Errol révèle alors qu'il fréquentera en fait les 6 écoles de magie de la ville, toutes à la fois. Alors qu'il l'énumère du rouge et bleu au blanc, jaune et noir, les enfants sentent leur monde complètement brisé par les ambitions insensées d'Errol. C'était l'épisode 7. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie, et regardez la prochaine vidéo à l'écran, juste ici,